Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bon, c'est la misère là. Qu'est-ce qu'on peut faire à HLB? C'est compliqué, hein. Pepper Girl? Non, on en est quand même pas là, quoi. Ouais, non, mais je sais pas, parce que bon. On va pas aller aussi loin quand même. Il n'y a pas grand-chose qui sort d'intéressant ces jours-ci. Je sais pas ce qu'on pourrait faire. Un truc ancien, éventuellement. Ouais, de 1966 peut-être. Pourquoi pas, ça pourrait être Pour marrant. les culturistes, ça pourrait être sympa, mais bon, je sais pas. En fait, ça m'inspire pas, quoi. Vraiment, on fait ce que vous voulez, mais juste dépêchez-vous. Moi, j'ai les crocs là, en fait. Eh ben voilà, on fait ce gros. Bouya à toutes et à tous et bienvenue dans ce 221e épisode de Comics Outcast, le podcast indépendant du vaisseau Hypersensas consacré aux comic books et à leur univers. C'est le retour du crew VHS en direct du studio 17 pour partager avec vous nos dernières lectures, nos coups de cœur et nous demander si ça serait pas un peu la pénurie de hors les bulles. Sans plus attendre, je vais vous présenter qui m'accompagne ce soir autour de la table. Après une surcharge électrique accidentelle du réseau privé de son laboratoire d'informatique à Vaisseau-Tech, le prix Nobel Xavier Thomson fusionna mystérieusement sa conscience et son enveloppe charnelle avec des données électroniques. Désormais doué de pouvoirs aussi impressionnants qu'inexplicables et armé de fameuses cordes quantiques, il s'est donné pour mission de défendre l'humanité du grand blackout. Tragiquement, il devra agir masqué pour protéger ses proches d'un virus informatique mortel dont il est maintenant porteur. Ce héros en réseau, vous l'avez reconnu, c'est XT-Fat. Salut. Quelle introduction. C'est pas fait. Comment ça va, XT? Oui, donc un virus assez littéral. Ouais, un vrai virus. Puisque vous entendrez peut-être dans le micro la voix feutrée d'un homme derrière un masque. Il est tellement ému qu'il y a de la buée sur ses lunettes. D'ailleurs, je ne vois plus. On est là. XT. Oui, ça va mieux. Malgré un petit virus qui te met raplapla, quoi. Oui, ça va quand même. Je suis présent. Déjà, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne chose. Tu lis des choses en ce moment? Oui, je lis Time Them All de Simon Spurrier et c'est exceptionnel. Voilà. T'es très dans ta période Spurrier, toi, un petit peu. Ah oui, c'est vrai que la dernière fois avec toi, c'était du Spurrier et on continue. Que nous avions review dans le co, d'ailleurs, pour le coup. C'est vrai. De quoi tu vas nous parler ce soir en quelques mots? En quelques mots, on va parler de Pont, de Death Stranding. Et oh boy. Ok, eh bien écoutez, me voilà intrigué. Né et abandonné dans les profondeurs de la ville, sa véritable identité et son exacte date de naissance restent enveloppés de secrets. Recueilli à son plus jeune âge par un maître du savoir occulte, il fut élevé dans les bibliothèques souterraines de Hyper City. Absorbant page après page des connaissances surhumaines, il développe son esprit stratégique et sa connaissance de katas ancestraux. Après le meurtre de son mentor par une organisation criminelle mystérieuse, il jura de combattre l'injustice et de protéger les innocents. Embrassant le symbole du corbeau, un messager entre les mondes, il devint le protecteur de la nuit, révélant enfin son nom aux yeux de tous, Reigen. Bonsoir. Bonsoir Reigen. Wow. So dark, hein. Un peu. Faudra que tu mettes un octave un peu plus dès qu'il prend la parole. Bien sûr, je vais. oui. Comment ça va, Reigen? Écoute, ça va plutôt pas mal. Hein. Une bonne année sur les bons rails. Tu lis des trucs toi, en ce moment, j'imagine. C'est beaucoup trop. Trop de trucs. Des pages après pages de savoir. Je viens de finir Riddler année 1 de Paul Dano, l'acteur que vous voyez dans The Batman faire The Riddler. Mais attends, c'est vraiment lui? C'est lui. Alors attends, quelqu'un lisait ça déjà la semaine dernière? C'était moi. Ah oui, voilà, d'accord. Effectivement. Okay. Donc tu transmets vraiment des virus. Les pires des virus. Et l'excellente surprise, parce que souvent, c'est les produits adossés à un film avec un acteur qui veut en profiter plus qu'il y est. Non, il s'est donné à fond et c'est excellent. Ok. Vraiment. Mais par rapport à Berserk écrit par Keanu Reeves, par exemple. Voilà, l'exemple typique. Le jour et la nuit, quoi. Après, je pense que ça partait d'un bon sentiment quand même. Non ? Ouais, l'enfer en est pavé. C'est pas faux. En 3 mots, tu nous parles de quoi ce soir ? Je vous parle de quoi ce soir ? Je vous parle de folie ce soir. En un seul mot, tiens. Ok. Parce qu'en 2 mots, c'est... Pareil, j'ai eu un temps. Folie. Ah oui, d'accord. Okay. C'est bon, et pas de folie à 2. Très bien.
Élevé dans les élégants salons de l'aristocratie albionienne, Jovan avait tout pour plaire aux 9 muses qui dictaient le destin de son peuple. Mais par-dessus tout, celle qu'il voulait séduire, c'était Thalie. Trop pressé de donner corps à ses rêves, c'est un funeste pacte passé sur le plus haut sommet de ses plus hautes montagnes qui lui offrit le don énigmatique de cartographier les rêves de ses interlocuteurs. Une capacité qui devait bousculer son destin, mais qui fut immédiatement tourmentée par une force sombre qui l'incite à l'utiliser pour des desseins malveillants. Avec sa voix ensorcelante et son charisme irrésistible, il manipule maintenant les esprits les plus stables, détournant leur volonté vers des désirs sinistres. Dans les cercles mondains, son nom est prononcé à mi-voix, un comédien redoutable dans le théâtre de l'intrigue et de la tromperie. L'acteur. Bientôt, il retrouvera Thalie, c'est inévitable, et bien que son cœur et son corps lui crieront de l'aimer, il devra plus simplement la tuer et prendre sa place. Ce soir, elle est réfugiée auprès d'un héros masqué au pouvoir quantique et d'un stratège dont le symbole est un corbeau. Ce soir, c'est le grand soir pour Jean Voca. Bonsoir. Donc il faut que je défie Regan en duel. Oui, voilà. C'est l'heure du duel. Battez-vous, en fait. Voilà, c'est ça. C'était le sens de mon introduction. Ça va, Jean ? Ça va bien. Entre les grains de sable et la cartographie des rêves. Pas des rêves, du coup. Pas des rêves, des chimères. Des chimères. Oui, hein, ça bosse. Hein, ça... Il n'arrête plus. Et ouais, je fais beaucoup de choses pour le vaisseau en ce moment et j'aime bien, c'est cool. On découvre des trucs chouettes. Et à côté, je lis Stranger in Paradise. Et c'est encore un virus d'Ixtefat. Oh, mais il est infernal. Le pire. Et ils en sont tous heureux, t'en remarqueras. C'est un virus du bonheur quand même. Hein. Allez. Tu nous parles de quoi, toi, ce soir, en quelques mots ? Gastronomie orientale. Très bien. Oui, parce que bon, gastro-oriental par exemple. non, gastronomie. Voilà, très bien. Déjà titre d'épisode. En 3 mots, toi, c'est ça ? Gastronomie. Dans les recoins les plus sombres de Sensasland, un être mystérieux opère, manipulant manifestement la réalité elle-même. Capable de réviser la forme et l'ordre des choses, il se déplace dans les ondes, avec elles, modifiant le cours du destin pour protéger les auditeurs et combattre les forces du glitch. Son véritable nom demeure inconnu, mais sa présence est ressentie dans chaque octet de ce fichier MP3. Oui, vous ne le savez pas ? Il y a déjà les doigts dans les entrailles de vos appareils électroniques, forçant le flux de 0 et de 1 de vos consciences, à l'affût de votre porte-monnaie. Si demain votre banquier change de regard sur vous, c'est peut-être à cause de ces 3 lettres énigmatiques. Z, 2, The. Subbase. Voilà. Quelle intro. Fallait que j'aille au bout du truc avec moi, désolé, ça fait un peu mégalo comme ça. Validé, hein. Ouais, c'est pas grave. Avec nous ce soir également pour vivre l'enregistrement en direct depuis le Discord du vaisseau Hypersensas, les patronautes. Bonsoir. Si vous voulez vous aussi vivre l'aventure du live, vous savez désormais quoi faire, rejoindre le Discord ou même nous suivre sur Insta pour des stories en léger différé, rigoler sur Twitter, Blue Sky, Thread, tous ces trucs-là. Et d'ailleurs, découvrir un nouveau format mis en place par l'inénarrable Reagan, qui est le très attendu planning des sorties VF. Tout à fait. Bravo pour ça. Qu'est-ce que c'est en 2 mots ? Pour faire très simple, c'est l'occasion de partager tous les mois à la faveur des sorties VF les reviews que nous avions effectuées en VO. Du coup, ça vous permet de vous orienter pour avoir nos avis de première fraîcheur pour ces comics qui arrivent tout juste sous nos contrées. Ça permet de retrouver les émissions dans lesquelles on les a chroniquées. Tout à fait. Et ça, c'est fort pratique. En focus ce soir, on parlera de Parker, un comics que je ne connais pas. Non, pas celui-là. Ah, pardon. Il ne perd jamais. Et en hors les bulles, donc The Crow, ça a été décidé ainsi à la faveur d'une blagounette. Il ne me reste plus qu'à vous demander si vous êtes prêts. Oui. Let's go. Alors, Comics Outcast 221, c'est parti. On commence par les reviews. Les reviews, c'est quoi ? C'est le moment où chacun a ramené une petite lecture et à l'instar d'un club de lecture, ce soir, ils échangeront leurs avis sur leur ressenti, leur impression après cette lecture des 3 premiers chapitres d'une nouvelle série. C'est la promesse de Comics Outcast. Donc ce soir, on a 3 comics différents. Je propose qu'on commence par Jean.
Oui. Jean qui nous a ramené Rare Flavor de Ramvi et Felipe Andrade chez Boom. Vas-y, écoute, le plancher est à toi. Eh bien écoute, c'est parti. Donc Rare Flavors de Ramvi et Felipe Andrade. Je vais vous reparler des auteurs. L'auteur Ramvi, c'est un auteur d'origine indienne qu'on aime beaucoup ici à Comics Outcast. Oui. Il travaille beaucoup chez DC, notamment avec des titres comme Justice League Dark, Swamp Thing, Batman Nocturne, ou encore le superbe récit qui mettait en scène Aquaman et qui s'appelait Andromeda. Mais nous, à Comics Outcast, dis donc. Si, c'est la version. Notre coup de cœur absolu dans son travail, en tout cas le mien, mais je crois qu'il est assez partagé, c'est Toutes les morts de Layla Starr. Dont je me lasserai jamais de vous dire, lisez-le, achetez-le, c'est disponible chez Urban. Il est accompagné au dessin de Felipe Andrade, qui est un artiste portugais, qui a travaillé comme illustrateur dans différents milieux, pour MTV, pour Nickelodeon, il a réalisé des affiches, des concept art de jeux vidéo. Il est entré dans l'univers des comics autour de 2009, il travaille essentiellement pour Marvel, sur des titres comme Captain Marvel, Iron Man, X-Men, Captain America ou encore Black Widow. Mais nous, ici, on le connaît surtout et on l'aime surtout pour avoir été l'illustrateur justement de Toutes les morts de Layla Starr, de Ramvi. Au lettrage, nous trouvons une entité qui s'appelle Handworld Design. Voilà, j'espère que c'est pas le nom d'une IA. Et au design et au logo, qui est un métier qui se retrouve beaucoup maintenant, où les gens sont systématiquement mentionnés. On a Marie Krupina. Voilà pour la présentation. Alors, dans Rare Flavors, j'ai donc lu les 3 premiers numéros, avec envie, puisqu'il s'agissait du duo gagnant de Layla Starr. On va découvrir le personnage de Rubin Baksh, un personnage au physique pour le moins imposant. Il est très rond, il a un air plutôt débonnaire et sympathique. Mais on va découvrir très vite qu'il s'agit en fait d'un démon du panthéon indien, un démon du nom de Bakasura. On l'apprend dès les 2 premières planches du numéro 1 par la narration. Rubin est dans une galerie d'art devant un tableau qui représente justement la défaite de Bakura face au héros Bhima. Car Bakura, donc, c'est un démon, c'est un méchant, c'est une sorte d'ogre. C'est une créature qui est réputée pour engloutir des quantités de nourriture et accessoirement ceux qui l'ont préparé pour lui. Et donc dans la narration, Rubin déplore la façon dont les humains le perçoivent et notamment le fait qu'il se plante toujours sur la représentation de ses yeux, que du coup on voit avant qu'il ne les dissimule derrière des lunettes opaques. C'est des yeux d'ovin, j'ai envie de dire des yeux de chèvre avec la pupille rectangulaire, voilà. Et donc voilà, donc très vite on nous pose par la narration qui est ce personnage, narration qui est assurée par Rubin lui-même. En fait, il s'adresse à une certaine Mansi, dont on ne saura pas grand-chose, en tout cas dans les premiers numéros, si ce n'est que apparemment elle tient un café où il aurait travaillé lui-même pendant un temps, et que finalement Rubin est parti du jour au lendemain sans lui dire au revoir, car il a senti qu'il était temps pour lui d'accomplir son grand œuvre. Et ce grand œuvre, qu'est-ce que c'est ? C'est qu'il veut réaliser, ou plutôt faire réaliser, un documentaire sur la nourriture. La nourriture, c'est sa grande passion. Et pour cela, dans le premier épisode, il rencontre un jeune homme du nom de Mohan, à qui il propose de le rémunérer pour la réalisation du documentaire en question. Mais Mohan, ou plutôt Mo, comme il préfère qu'on l'appelle, refuse dans un premier temps. On sent qu'il y a quelque chose qui coince au niveau personnel. Il était réalisateur apparemment, en tout cas il était un peu allé là-dedans, mais manifestement il y a un truc qui l'a bloqué, il veut plus en entendre parler, et donc il envoie bouler Rubin. Rubin qui ne se laisse pas décourager par ce premier refus et qui, pour convaincre le jeune homme, l'emmène boire un thé. Et plus précisément un thé chai masala. Et là, on a droit à une série de planches très belles et très riches en informations, où on nous donne très précisément la recette du thé chai masala en question, avec historique des saveurs, avec vraiment toute la démarche, comment il faut faire, combien de temps il faut laisser reposer, etc. Le tout qui est mêlé à la très touchante histoire familiale et personnelle de l'homme qui tient l'échoppe où
Rubin et Mo sont en train de boire le thé en question. Alors c'est un passage important parce qu'à priori, j'ai lu que les 3 premiers numéros, mais a priori ce sera un élément récurrent de chacun des numéros. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on va avoir la description précise d'une recette pour une boisson ou d'un plat spécifique lié à une histoire personnelle de quelqu'un qui est en lien avec le plat en question. Voilà. Après un ultime refus, Mo finit par accepter. Et là, flash forward, on arrive à la dernière planche du premier numéro. Et c'est le jour de première de la projection du documentaire en salle. Et on voit qu'au premier rang, il y a un siège vide à côté de Mo. Vraisemblablement, le siège vide qui aurait dû être tenu par Rubin. On n'en sait pas plus. Là aussi, c'est un élément récurrent, puisqu'à la fin de chaque numéro, la dernière planche, en tout cas dans les premières issues, nous présente l'avancée dans la soirée de projection du documentaire. Voilà, alors je ne vous ai pas tout dit sur ce premier numéro, parce que derrière ce qui s'annonce comme un beau voyage, une rêverie à la recherche des plus rares saveurs, eh bien, il y a quelque chose de beaucoup plus sombre qui se trame. On découvre que Rubin est en fait poursuivi par 2 individus, 3 si on compte le chat, 2 individus qui nous apparaissent plutôt inquiétants de prime abord. Il s'agit de Dilkush et Dilshan, mais même s'ils ont une mine patibulaire, ils semblent avoir une bonne raison de vouloir neutraliser Rubin. Eh bien oui, parce que comme je vous l'ai dit, Rubin est un ogre. Rubin mange les gens. Et on découvre qu'il a dévoré le vendeur de thé. Et là aussi, ce sera un élément récurrent, en tout cas dans les premiers numéros, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il parle d'une recette et qu'il parle d'une personne qui est liée à l'élaboration de cette recette de près ou de loin, il la bouffe. Voilà. Donc voilà pour ce premier numéro qui pose bien son point de départ, son postulat et son mystère. Le tout évidemment superbement illustré par Philippe Andrade qui fait un travail absolument extraordinaire. C'était déjà le cas sur les Last Stars pour ceux qui l'ont lu. Là, c'est pareil. C'est le trait est. Le trait a quelque chose de léger, d'aérien. Les couleurs sont sublimes. Voilà, je vais passer un peu plus vite sur les numéros 2 et numéro 3, notamment parce que c'est pas très long. Je ne vous l'ai pas dit en début de chronique, mais c'est une mini-série qui comptera 6 numéros, donc je vais pas trop vous en raconter. Mais voilà, dans l'épisode 2, on les voit traverser le désert pour aller découvrir les champs de piment Matania, dont on va nous raconter l'histoire, dont on va nous présenter une recette dans laquelle ils sont incorporés. Et ça donne lieu à des planches. Déjà que le premier numéro était bien, mais le deuxième est incroyable visuellement, notamment quand ils arrivent devant les champs de piment. Il y a des pleines pages rouges qui sont absolument somptueuses. Dans cette issue, Rubin est un petit peu pas satisfait par la tiédeur de Mo, qui a l'air de faire ça finalement juste pour prendre la thune. Et Rubin lui dit attention, c'est le travail de toute une vie, de plusieurs vies, même pas juste un docu. Et voilà, parallèlement, il y a toujours les poursuivants qui observent et qui comprennent pas. Ils disent mais il fait quoi là ? Il fait un film ? Qu'est-ce qui se passe ? Et puis surtout, ils pensent qu'il va très certainement manger le jeune homme. Mais non, il va juste manger leur chauffeur. Voilà. Lui aussi, il avait des crocs. Voilà. Pendant le repas, on apprend un petit peu plus sur le background de Mo. Il parle du décès de sa mère, de la déception qu'il pense avoir été pour elle. Et là, Rubin part un peu dans des théories qui exposent la thématique, je pense, que Ramvi veut développer dans cette histoire. Quelque chose qui lie la nourriture, l'art, la vie. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, il dit dans la vie comme en art, il y a certaines saveurs qui sont forgées par les efforts qu'il faut faire pour les atteindre. Donc voilà, ça ouvre plein de choses. Il faut noter en gros, c'est meilleur quand ça coûte cher.
Non, pas quand ça coûte cher, on parle Pas des le efforts. message, mais Voilà. tu salis tout. Voilà. On sait très bien que XC, pour donner du goût, lui, ce qu'il lui faut, c'est du sel. De toute façon. Et beaucoup de piment. Et beaucoup de piment. T'auras plus alors les choux parce qu'alors là. Il faut noter que dans cet épisode, Rubin quand même révèle sa vraie nature de démon à Mo. Il déplore d'ailleurs qu'on le présente toujours comme une horrible créature, alors que selon lui, c'est bien mal le juger. J'aime la nourriture et j'aime les gens, dit-il. Ce qui est assez drôle. Je veux que les gens se voient comme je les vois. Je veux que vous compreniez à quel point vous êtes beau et délicieux. Alors, je me permets de rebondir tout de suite là-dessus. En étant le contexte, il y a quelque chose aussi dans ce moment-là, la page est tournée vers le spectateur, vers le lecteur. Oui, c'est vrai, t'as raison. Il parle au lecteur alors qu'il parle dans l'histoire à ses poursuivants, si je me souviens bien, et il nous parle à nous en fait. La page est faite pour pour qu'on se prenne le truc dans la figure. Et avec voilà. un petit verre de Chianti. Belle référence. Et à la fin de cet épisode, on a une première altercation avec les poursuivants qui l'éloignent d'une manière assez marrante puisqu'il leur souffle de la poudre de piment au visage et donc ils ont les yeux, les bronches brûlées et ils s'en vont. Comme ils prennent la poudre d'Espelette. C'est très très bon. Et voilà donc pour cet épisode 2. Et l'épisode 3, comme je vous le disais, je ne voulais pas trop aller plus loin, mais dans l'épisode 3, il commence à y avoir des rebondissements. Juste la première page, on découvre Rubin ligoté. Il a été rattrapé par ses poursuivants qui sont prêts à l'exécuter. Voilà, je vous laisse là-dessus. Alors moi, ça m'a donné envie, ça m'a donné faim. Juste, petite question, est-ce qu'à un moment, on découvre le sandwich au brie de Meaux? Voilà. Merci. Regan, est-ce que ça t'a plu? Est-ce que ça t'a donné faim? C'était particulièrement savoureux. Ce qui est toujours aussi extraordinaire à Granby, déjà, c'est que dans sa démarche, globalement, ce que je trouve vraiment passionnant, c'est qu'il continue à nous faire découvrir et marier les thématiques passionnantes qui lui plaisent. Et du coup, par cet entrebiais, on découvre une culture par ses plats, une mythologie par ses histoires et un pays par ses paysages. Et vraiment, c'est malin, c'est bien écrit. Visuellement, le choix est encore parfait parce que certaines planches semblent un peu décousues ou avec un style un peu brut, mais ça fait complètement écho au sujet. Il n'y a pas une seule ligne droite, tout est fait à la main. C'est dessiné avec le cœur, bien sûr. Et vraiment, ce sujet des saveurs et des ingrédients qui ne sont que la somme des histoires qu'on leur donne, encore une fois, c'est génial. C'est juste absolument génial, quoi. Et ça suit, pour moi, encore une fois, ce qu'il essaye de faire avec Layla Starr. Layla Starr, c'était vraiment une réflexion sur la mort et la vie. Et là, pour moi, Raphaël Rose, c'est vraiment une réflexion sur ce qui lui donne son sens à la vie, les expériences qu'on met, les saveurs qu'on y met. Et quand il dit qu'il aime les gens, il le pense, bon, dans tous les sens, du coup, mais il le pense vraiment, effectivement. Et vraiment, c'était excellent. J'ai hâte de finir, du coup. Je pense que si, c'est le bon numéro d'ailleurs, parce que le message étant, je pense, quand même plus important que l'histoire de se faire pourchasser entre le oui, je le pense démon. pas que ce soit. Oui, ça c'est pour donner un peu j'allais dire de piment, de mouvement à l'histoire, mais je pense que c'est pas le cœur du sujet et je pense qu'en 6, ça sera très bien. Et j'ai envie de dire, j'ai très hâte effectivement de finir. Non, vraiment bon coup de cœur pour moi et j'ai envie de dire que quand l'appétit va, tout va. C'est un peu le même format que Layla Starr du coup, c'est parce le même que principe, c'est pas beaucoup plus long, je crois. C'est le même principe. Ouais, je crois que c'était 6 aussi, ou c'était peut-être 5 Layla Starr, je sais plus. C'était 5. Oui. Ouais, Oui, je c'était me prépare 5. à couper, moi je dirais 5. Ouais. De ton côté, XT? Ah, je vais être le mouton noir de cette histoire. Voilà, c'était nul, je déteste la Non. bouffe. Non, parce qu'en effet, là où je rejoins mes deux collègues, c'est que le comics est en effet très beau et les couleurs sont très belles. C'est là-dessus que j'insisterai aussi. Le personnage antagoniste, enfin Rubin, en gros, me fait beaucoup penser à Mal Farouk des New Mutants qu'on peut voir apparaître. Il a vraiment la même corpulence, mais en même temps, Le roi d'ombre.
Oui, c'est ça. Ah ouais, j'y ai pensé aussi. C'est ce qui me permet de lâcher une petite pièce sur Regarder Légion, qui est Très peur. Tu nous as fait très peur. J'ai craint le pire. une petite pièce pour Regarder Légion, la meilleure série de tout le MCU et C'est d'ailleurs vrai qu'on a. la Attends. meilleure œuvre audiovisuelle du MCU. Légion, ça a pas été fait confondu. Attends, on n'aurait Si. jamais parlé de Légion. Non, la On première va- on va saison, mais checker dans c'était- ses rébons, on je- revient. je Tu es repars- juste trop jeune, XT. J'ai juste Genre, dit, un lapin je de remets 3 une pièce. semaines. J'ai juste dit, je remets une pièce. Ah, je remets une pièce. Ah oui, c'est. D'accord, attention. pardon, j'ai cru que tu. Parce que dans notre jargon à nous, mettre une pièce, ça veut dire Préempté. préempter une Ah non, œuvre j'ai pour en remis une parler. pièce. D'accord, On me remet une ok. pièce dans la machine. Pardon, du coup, c'est un peu de méta Comics Outcast. Voilà. Maintenant, sur c'est le petit passage de comment faire le thé dans ma tête, quand j'ai lu ça, j'avais la voix de Michael Fassbender qui me parle comme il est dans The Killer, pour ceux qui l'ont vu, qui est en train de me décrire le thé d'une manière très froide et très instantanée, qui me dit le thé se fait comme ça, machin, de manière très flegmatique. Et j'avais vraiment cette manière-là. Mais le problème, c'est que je trouve que ça s'intègre pas très bien au récit, honnêtement. Je trouve que c'est Ah bon? oui, pas du tout. Je trouve vraiment que ça en fait, c'est mis à côté d'une action et au global, je trouve que le récit est mal construit. En fait, au global, je trouve qu'en fait, il part dans plein de directions différentes, certes avec un sujet commun, mais différentes directions ne sont trop éparses. J'en ai rien à faire de l'histoire du personnage principal. J'en ai complètement rien à faire. Il me touche absolument pas. Rubin est le personnage qui est intéressant, je trouve vraiment intéressant sur sa manière de parler. En fait, j'ai l'impression plus de lire un essai que de lire une histoire. Quand je lis ça, et ce qui est pas forcément une mauvaise chose, mais c'est juste Ouais, que- ouais, Ramvé, il peut être un peu philosophique parfois. ouais, voilà, mais c'est là-dessus que je garde. Mais par contre, en termes d'histoire, je m'emmerde littéralement. Il y a un truc qui m'a fait beaucoup. L'assemblée est choquée, les yeux sont écarquillés. Je suis Ah oui. choqué. Mais paradoxalement, ça m'a fait penser à une autre œuvre qui n'a rien à voir, qui a rien à voir dans l'univers du comics par Jiro Taniguchi, pour la personne qui a fait Quartier Lointain, qui avait écrit Le Gourmet Solitaire, et qui, pareil, avait une autre manière de décrire comment la nourriture, comment sublimer la nourriture dans notre quotidien, comment l'expérience traverse notre quotidien et comment on l'apprécie, et que je trouvais. En fait, c'était quelqu'un qui écrivait des petites histoires courtes de 4-5 pages sur plusieurs. C'est un récit de 4-5 pages sur plusieurs plats, sur comment ils sont construits, etc. Et j'arrivais à trouver ça beaucoup plus de sentiments là-dedans, d'émotions dans ces quelques pages, que là où je n'ai eu quasiment aucun sentiment sur nos personnages, en fait. J'ai juste eu l'impression de voir un essai sur la bouffe et sur les beaux décors indiens et sur les cultures indiennes que les personnages traversent. Et ça, c'est ça qui est intéressant. Mais le contenu en lui-même, voilà. Donc, j'ai l'impression que Rubin, c'est un peu notre. Il essaie de créer un peu une forme d'école de Joël Robuchon de la cuisine dedans, Mais non, mais sous couvert d'une intrigue avec ce héros. Et derrière, avec cette semi-histoire d'horreur. C'est parce que c'est un peu histoire d'horreur qui du coup marche pas non plus. En fait, cette histoire un peu de je manger des gens devrait avoir un impact. Et en fait, j'arrive pas à sentir un impact, si ce n'est hormis le ressort philosophique qu'il y a par dessus, quoi. ah, c'est marrant parce que Mais moi, je dis pas trouve que j'ai pas moi, je aimé, trouve en que fait, ça juste- crée un malaise parce qu'on on a trouve- l'habitude de ton j'ai aimé, mais c'est de la merde. Donc, il n'y a pas de souci. Je sais pas que c'est le cas là. C'est juste que, oui, il nous avait sorti ça. C'était quoi déjà? C'était Marvel, soit. Oui, Ouais, c'était un Bon, océan. Oui, enfin, je sais plus, un océan, des qualités au milieu d'un océan de merde ou quelque chose comme ça. bien. Mais bon, du coup, je suis un peu déçu parce qu'en fait, cette poésie, je trouve qu'elle a complètement disparu comparé à ce qu'on a à Elastar, et la seule poésie passe uniquement par le dessin pour moi ici. Alors rappelons qu'XT est gravement malade. Il a peut-être pas vraiment possession de tous ses Il moyens. manque son supplément d'âme ici, que je n'ai pas trouvé. Voilà. Donc un titre qui aura beaucoup plu à Jean et Reagan et qui aura laissé XT de côté. Je propose qu'on enchaîne car l'heure tourne. Reagan, je te redonne la parole pour nous parler de Batman City of Madness de Christian Ward. Tout à fait. Christian Ward, que l'on connaît notamment pour son travail sur Invisible Kingdom. Et qu'est-ce qu'on a eu récemment? Andromeda. Oui. Tout simplement. Qui est ici donc au scénario et au dessin. Donc c'est du DC Black Label. C'est une mini en 3. Pardon, c'était lui Andromeda? Tout à fait. Ça fait des sens choses- d'un coup, hein? Ouais. Il y a un truc, hein? D'accord.
Je l'ai pas lu Andromeda en fait. Je te confirme, ça fait sens. Donc, City of Madness. Donc la chambre des secrets était ouverte. Ah non, pardon, excusez-moi. Non, c'est Harry Potter, ça, oui. Le réchauffement climatique a fini par attraper même Gotham. Alors qu'une vaste rivière souterraine fait des siennes sous Gotham. Oui, pour le souterrain, en général, c'est plutôt dessous. Elle entraîne des mouvements de terrain et d'effondrements localisés qui vont mettre à jour des parties de Gotham que certains auraient préféré laisser endormies. Parmi les zones touchées, il y a notamment une zone sous le contrôle de la cour des hiboux. Je fais une toute petite parenthèse parce que, évidemment, ça ne parle pas forcément à tout le monde. Donc, la cour des hiboux, c'est un conclave d'aristocrates, bourgeois et compagnie maléfiques qui contrôlent... Comme tous les bourgeois. C'est pas faux en même temps, voilà. Euphémisme. Non, mais bon, au moins ceux qui se réunissent en conclave souterrain. Voilà, ils assument jusqu'au bout le délire. On peut se dire que s'ils font ça et que c'est pour être philanthrope, c'est chelou. C'est clair. Et introduit par Scott Snyder dans son run, c'est un ajout de rétrocontinuité puisque ça sous-entend qu'ils étaient là dès la fondation de Gotham, mais ils étaient tellement malins, entre guillemets, qu'ils sont restés toujours sous les radars. Ils sont toujours restés invisibles, même aux yeux de Batman, jusqu'à l'event, la cour des hiboux, de Scott Snyder. Ah, les Illuminati, je connais, ouais. C'est un petit peu ça, oui, effectivement, sauf que les Illuminati, c'est plutôt chez Marvel. Donc, une zone contrôlée par la cour des hiboux qui contenait une porte scellée avec un mâle indicible derrière-t-il, apparemment. Derrière-t-il, n'est-ce pas, hein. Derrière cette porte, semble-t-il. Je vais y arriver. Pendant ce temps-là, le jeune Gévonnet, je ne sais pas trop comment le prononcer, débarque à Gotham pour trouver un certain policier qui est la dernière personne à avoir vu son père vivant. En tout cas, avant de l'abattre froidement et de maquiller une bavure bien trop familière, puisque, en l'occurrence, il n'était pas de la bonne couleur de peau. Faisant passer, du coup, un père aimant et prof de musique pour un dealer de drogue, ne lui ont pas laissé le choix. Les bonnes ambiances. Ah, Gotham, ville de rêve. La justice n'étant évidemment pas à l'ordre du jour, et encore moins à Gotham, il vient rendre lui-même la justice et régler ses comptes avec ce policier. Et enfin, du côté du Chevalier Noir, c'est Harvey qui le préoccupe, Harvey Dent, dit double face, plus perturbé que d'habitude. Ce dernier est aux prises avec ce qui semblerait une sorte de troisième personnalité, mais qu'il décrit plus comme un appel extérieur, un avertissement venant de loin. En tout cas, c'est pas très clair au début pour lui, mais il tient à avertir Batman, ça va dégénérer. Finalement, donc, la cour des hiboux n'arrivera pas à empêcher la créature à s'échapper de la porte qui était scellée. Et cette dernière, aux aspects familiers, semble terrifier la cour au point de suggérer une alliance avec Batman. Rien que ça, quoi. Finalement, donc, les histoires, comme toujours dans ce genre de situation, vont se recroiser, se recouper, puisque Gévonnet finira par tomber sur la police et le policier, d'un revers de main, va envoyer 3 de ses collègues menacer le pauvre gosse. Et sur le point de se défendre avec un flingue, il sera sauvé par une ombre ailée qui l'emportera dans les airs après avoir battu un des hommes de sang-froid en lui arrachant la tête. Un style assez particulier. Il a été en effet sauvé par Batman, mais un Batman avec une barbe tentaculaire. Voilà pour le résumé, je pense que ça suffira. Le reste, vous le découvrez par la même. Attention, c'est en 3, donc c'est complet. En 3 fat. Hein. Oui, alors j'ai des belles issues. 3x50. Oui, tout à fait. En 3 fat, c'est le chroniqueur là de XT3 fat, c'est vendu. Qu'est-ce que j'en ai pensé ? Déjà, c'est marrant parce que ça fait écho à Batman Doom That Came to Gotham, un film d'animation qu'on avait fait en review il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. Et c'est marrant parce qu'au tout début, quand j'ai commencé à le lire, je ne m'étais pas spoilé, je pensais que c'était du coup une suite spirituelle. Parce que je pensais qu'il y a des sous-entendus. Pas du tout. Mais ça m'a fait penser en tout cas un petit peu de l'ambiance. Donc, ce qu'il faut retenir, et ce que je n'ai pas précisé, c'est City of Madness, c'est que derrière cette porte, il y a un peu plus qu'un Batman, évidemment, cthulhulien, si je puis dire, mais il y a même toute une ville qui semble être un miroir de la Gotham que l'on connaît. Ah ouais, The Other Side. Et voilà. Donc, le coup de la tour inversée,
oui, forcément, on connaît ambiance D&D et autres. C'est pas là-dessus que ça va être très original. Clairement, c'est pas là-dessus que ça se joue. Je pense que c'était quand même plutôt sympa. Alors, c'était pas transcendant, mais c'était sympa. Évidemment, c'est inévitablement ce genre de série qui brille quand même de manière importante par ses dessins. Ward se donne encore une fois vraiment à fond sur la mise en page, sur le jeu avec les ombres, le jeu la colo qui est absolument incroyable, avec des effets de pinceau, de traîne de pinceau qui sont vraiment excellentes. Une petite marque aussi du Black Label quand même. Complètement, c'est ce côté vraiment, graphiquement, lâchez-vous, faites comme vous le voulez. Et c'est indissociable de l'œuvre, c'est-à-dire que ça joue pour une bonne partie de l'intérêt de l'œuvre, c'est complètement assumé. Pour autant, il y a quand même des idées intéressantes qui sont distillées un peu tout le long. Pas forcément originales, mais que je trouve qui sont toujours sympas à remettre sur le devant de la scène. Par exemple, il y a la fameuse question de qui est arrivé le premier entre l'œuvre des super-héros et la poule des super-vilains. Tu vois, Pardon, j'ai imaginé une poule de super-vilains, je trouvais ça génial. Toujours ce côté, est-ce que le Joker existerait si Batman n'existait pas ? Enfin, toujours cette question. Même si elle n'est pas nouvelle, c'est toujours intéressant de se dire, cette folie, est-ce qu'elle n'est pas entretenue aussi par tous ces super-héros ? Donc globalement, sans être parfait, ça reste un oui. Moi, j'ai quand même plutôt bien aimé. Oui. Oui, un petit oui, mais un oui quand même. C'est sûr, c'est frustrant dans le sens où l'idée n'est pas mauvaise. Le déroulé n'est pas mauvais, ça ne réinvente pas la roue. Il y a par contre, je ne la donnerai pas une conclusion un peu gros sabot qui... C'est en 3 quoi. Voilà, c'est en 3, tu dis, allez, tu veux faire ton petit clin d'œil, je te l'accorde, vous verrez. Tu dis pourquoi pas. Honnêtement, c'est pas bien méchant, quoi. Mais donc, au final, même si c'est un énième Batman en Black Label, moi, j'ai plutôt passé un bon moment. Sans révolutionner le genre, j'ai plutôt apprécié. Merci beaucoup Regan pour cette présentation très claire. XT, qu'en as-tu pensé de ton côté ? Est-ce que tu vas être à nouveau salé, tel un petit jambon bâillonné comme d'habitude ? Je vais encore être un peu mitigé. Je pense que ça va me suivre toute la soirée, cette histoire. On va te suivre à un moment donné, ne t'inquiète pas. T'inquiète, on est là. On verra. Parce que concrètement, le premier numéro, c'est le bordel. C'est un vrai bordel. Il y a 50 pages, j'ai eu le temps de voir 97 personnages en 3 pages. C'est un vrai bazar. Mais par contre, on te lance plein de débuts d'intrigue. Genre, alors en effet, cette histoire de pollution, je me dis, tiens, ils mettent en avant un des personnages, un mec corporate de Gotham, et tu dis, il va avoir peut-être un rôle un peu important. On le voit au début, il est bien dessiné, etc. Tu dis, lui, il va avoir un impact dans l'histoire. Non, au revoir, salut. On a Double Face qui est là, mais on sait il est là pour introduire certaines choses. On a Barbara Gordon et Nightwing qui sont là, on se dit qu'ils vont introduire des choses, mais non, on les voit à 3 pages, et terminé. La cour des hiboux, elle est là, en fond, quoi. Enfin, elle est présente. Enfin, en fait, joue un rôle important pour le coup. Oui, elle joue un rôle important. Je n'ai pas trop envie d'en dire, mais pour autant, tu vois. Et en fait, j'ai quand même à peu près aimé le récit dans le sens où c'était pas désagréable. La lecture était fluide, et surtout c'était très beau. Ça, clairement, c'est là-dessus où je retenais le récit. Mais c'est très quoi. J'arrivais pas à trop voir où est-ce qu'il voulait en venir, qu'est-ce qu'il voulait vraiment raconter. L'histoire du Upside Down, pourquoi pas, et je dis pourquoi pas parce qu'en fait, sinon j'aurais dit non, mais là il en fait quelque chose graphiquement, et donc oui, là c'est un oui de ce côté-là. Il y a quelque chose à voir de sa part. Christian Ward, il fait un vrai effort. Le Batman Cthulhu, il y a un vrai design sympathique, mais c'est que ça que je retiendrai de toutes ces histoires, c'est vraiment des designs chouettes et des univers chouettes, plutôt qu'une histoire il l'a pas fait exprès, c'est ça qui est chouette. Oui. La cour des hiboux. Voilà. La cour des hiboux, plutôt que toute la partie histoire qui en fait n'a pas un bon rythme globalement. Et pour dessiner aussi bien, il faut avoir du talon. Est-ce que le personnage de Talon, je voyais Adrien. En anglais, talon. C'est vraiment laborieux, mais je crois que je l'ai. Si tu dois expliquer la blague, c'est mort. Donc après, clairement, je conseillerais pas, bien que ce soit pas mauvais, mais si en fait, si je dois vous dire, par exemple, achetez-le ou pas, non, feuilletez-le, oui. Feuilletez-le, vitef. Jean, je suis curieux de ton accueil.
Et puis après, j'ai une petite question pour vous. Alors, j'ai détesté. Ah, carrément. J'ai détesté. Ah la vache. Alors, le problème, c'est que... Bon, on essaye d'avoir des... Quand on fait des critiques, c'est toujours subjectif, mais on essaye parfois de s'appuyer sur des critères objectifs de type, pour les graphismes, est-ce qu'il y a des décors ou est-ce qu'il n'y en a pas, voilà, Ouais, il y a des... Est-ce que les enfants sont moches ou pas c'est des cases. Voilà, Le mur d'Adrien. Voilà, mais après, il peut arriver qu'on soit bloqué sur un titre par quelque chose de totalement subjectif. Et en l'occurrence, j'ai pas du tout aimé les dessins et les graphismes. J'ai pas du tout adhéré. Donc du coup derrière c'était très compliqué. Et c'est là que j'ai réalisé qu'Andromeda en fait je l'avais pas lu. Je pense pas que tu l'aies lu. Mais non vraiment j'ai pas du tout aimé. Donc je vais pas dire qu'il y a pas du boulot, il y a manifestement énormément de travail, il se moque pas du monde, il y a tout ce qu'il faut. Mais moi, il y a un truc qui m'a vraiment pas convenu, le mélange des fonds par ordinateur, des couleurs que j'ai trouvé extrêmement criardes. J'aime pas tellement le trait, la façon dont sont dessinés les persos. Pour moi, ça a créé des problèmes de lisibilité par moment. Notamment dans la première issue, il y a 2 personnages qui s'affrontent, j'ai pas compris lequel des 2 était mort. Voilà. Ok, là je vais être un peu méchant, mais vous avez l'avis de XT et Regen sur les graphismes qui vous ont dit que c'était très bien. Fais-le. Mais par moments, j'ai trouvé qu'il y avait trop d'effets, quoi. Et trop d'effets tue l'effet. Ça faisait ouais, Photoshop, c'est génial. On peut faire plein d'effets. Non, mais il y a une image, notamment dans l'issue 2, où Batman est devant un portail circulaire avec des couleurs, machin. J'avais l'impression de voir, vous vous rappelez les mecs qui dans la rue dessinaient des planètes avec des bombes. Donc vraiment Tristan One, dessinateur de rue, quoi. Vraiment, non, voilà, donc j'en rajoute un peu dans la méchanceté. Il y a du travail, mais moi vraiment ça m'a pas plu du tout. Donc du coup, c'était compliqué. C'était compliqué d'entrer dans l'histoire. Et alors là, l'histoire, pareil, malheureusement. Alors c'était dur avec l'a priori que j'avais par les graphismes de rentrer dans l'histoire. Mais du coup, ça me sautait aux yeux. Ce qui aurait pu passer avec des dessins qui m'auraient plu, du coup, me sautait au visage. C'est-à-dire de tomber toujours sur les mêmes tropes de Batman, à savoir dans Gotham, il y a toujours un truc secret qui date des millénaires, on l'a vu 150 fois. La fameuse question, l'éternelle question, est-ce que c'est Gotham qui fait de nous ce que nous sommes ou est-ce que c'est nous qui faisons de Gotham ce qu'elle est, qui est une question qui est toujours très intéressante dans Batman, mais là je trouve qu'elle arrive tout d'un coup, elle est amenée par Nightwing au milieu de l'issue 2 de manière complètement artificielle, comme un cheveu sur la soupe, sans qu'il y ait de... je fais un Batman, hein. Je fais un Batman, c'est comme d'hab, vous n'êtes pas perdu. Ouais, voilà, donc voilà, après il y a d'autres trucs dont je peux pas parler parce que Regan a fait le choix et je vais le suivre de vous en raconter le moins possible sur l'histoire, mais pour moi il y a vraiment trop de ta gueule c'est magique, quoi. Enfin des trucs, alors oui on est dans un univers, on va reparler des ta gueule c'est magique, mais il y a vraiment un truc de ta gueule c'est magique, des trucs à la fin qui contredisent les règles établies juste avant et tu fais d'accord, donc là c'est l'exception, enfin voilà, un truc à la fin que j'ai pas compris, mais bon ça c'est un autre problème. Et donc au-delà des dessins, j'ai essayé quand même de comprendre pourquoi ça me posait autant de problèmes. C'est aussi parce que dans ces fameuses grandes questions qu'on a l'habitude de voir revenir souvent dans Batman, il a manqué pour moi aussi un vrai attachement émotionnel au personnage. Notamment l'histoire du jeune homme dont tu parlais, qui sur le papier n'est ni bonne ni mauvaise, pareil, elle est extrêmement classique et sa résolution est extrêmement classique, mais pourquoi pas, elle est pas mauvaise. Sauf que je trouve qu'on n'a pas assez le temps de rentrer, de faire connaissance avec ce gars-là, et il y a plein de trucs comme ça. Enfin bon voilà, vous avez compris, je vais pas insister plus longtemps. Je suis passé complètement à côté, j'avais noté sur ma feuille Lovecraft du pauvre. Voilà, c'était mon avis, je suis passé à côté de City of Madness. Eh bien écoutez, merci beaucoup pour ce petit tour autour de Batman City of Madness. On en reparlera tout à l'heure. Et on va donc conclure par la review de XT qui s'appelle Hexagon Bridge de Richard Blake. Non, Horizon Oblique en VF.
J'ai envie de mourir. Ça s'appelle Horizon Oblique. Oui. Oui, ils ont annoncé ce nom-là. Oui. Très bien, donc de Richard Black. C'est chez Image. Et donc, tu te trompes aussi, d'ailleurs. C'est pas Richard Black. Son vrai nom, c'est Sean Gab. Ah bah voilà, parfait. C'est un Écoutez. Et c'est chez Image ou pas? C'est un Image. Ah non, c'est Image, pardon. Oui, tout à fait. Yes. Par contre, c'est une image, c'est chez Boom, du coup. Non, c'est bien chez Image. Vas-y. Pardon, je t'ai coupé ton introduction. Comme un sagouin. Donc, en effet, écrit et dessiné par Richard Blake, alias Sean Gab de son vrai nom, qui est un romancier historique d'après mes recherches et qui semble être, du coup, son premier roman, enfin, son première histoire illustrée. Ça part très mal. Pardon, vas-y. Gros a priori ici chez les gens qui font et le dessin et l'histoire, ça cache toujours un truc. Il y a forcément un des deux. Qui avant faisait des trucs sans images. Ouais. Alors, tu te trompes. Au moins sur les images. C'est mieux, c'est plus joli que ce qu'on. On sera pas d'accord, mais je dis pas que c'est incroyable. Donc, par contre, tout d'abord, je vais tout de suite mettre un peu l'éléphant au milieu de la pièce. Hein, c'est l'expression n'est pas ça, mais c'est pas grave. Tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux avec les expressions. Mais on a l'impression de lire du franco-belge tout de suite. Moi, c'est la première chose que je verrai la première page. Je fais tiens, c'est du franco-belge pour un truc très bête. Il mange des frites. Non, pardon. Cette blague n'est pas validée. Elle n'est pas validée. Mais non. Il y a un reporter avec un chien. Non, non, c'est qu'en fait, on a des bulles rectangulaires. Les bulles sont pas rondes ou pas stylisées, elles sont toutes rectangulaires, mais très rectangulaires. Vous n'avez pas le monopole des bulles rectangulaires. Non, bien sûr, mais c'est pas une exception. Non, c'est bien sûr, mais reste qu'il y a quand même un aspect là-dedans qui me rendait ça. Bon. Donc de quoi ça parle? Nous sommes en l'an 40 040, année choisie au pif. C'est pas 4040. Oui, ça fait beaucoup d'années. T'as rajouté un zéro. 4040, oui. Ouais. J'ai dit 40 040. Ouais. Ah oui, oui. Je sais pas lire. C'est pour ça. Ça expliquerait pas mal de choses. Cette émission est en train de s'effondrer. La maladie. Donc, l'histoire va être relativement simple à énoncer. C'est-à-dire qu'on a un pont, un bridge, qui apparaît et qui semble connecter deux mondes. Sous cette grande apparition, l'humanité envoie des cartographes pour cartographier ce nouveau monde et faire un retour d'expédition et pour savoir ce qui s'y cache un peu mieux et dessiner les contours. Sauf que les deux explorateurs qui y sont envoyés, Elena et Jacob, semblent être capturés par un robot, un personnage appelé Gérard Mu. Donc voilà, ça c'est le pitch du départ. Et plus tard, on voit que Hadley, la fille de ses deux parents, va prendre pour mission de retrouver ses parents. La fille de ses deux parents? Oui. Mais attends, tu veux dire contrairement à d'autres gens? Ok. Non. Attends. Oh là là. Merde. Du coup, ok. Cette jeune fille donc, va partir à la recherche de ses parents. Et pour ce faire, son grand-père va l'aider en lui fournissant un robot qui pourra avoir grâce avec elle une connexion psychique télépathique qui feront qu'ils pourront toujours être en communication. Il y a tout un aspect en effet, comme semblait évoquer tout à l'heure Hagen, ta gueule c'est magique. En effet, il y a tout un aspect technologique, psychologique, pouvoir, machin. Ta gueule c'est magique, une fois que tu l'as gobé, ok, tu sens que le récit n'est pas vraiment à propos de cette technologie, on s'en fout un peu. Enfin, c'est ce que j'ai pensé, il est moins sur les mécaniques de cet univers que sur ce que ça va raconter plus en profondeur. Et donc en fait, le pitch c'est juste ça en fait. Je vais même pas aller plus loin parce que j'ai même pas grand chose à... Tu as dit en combien c'était? En 5. J'ai pas besoin d'aller beaucoup. C'est en 5. Oui, j'attendais cette réaction. J'attendais cette réaction, vous pouvez même pas imaginer. Oui, exactement. On va y venir. On va y venir, t'inquiète pas. Du coup, en plus, je l'ai lu jusqu'au bout.
Du coup. Donc ça s'arrête là. En fait, quand on voit dans ce nouveau monde, on voit que ce nouveau monde semble fait par des morceaux d'autres mondes. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des morceaux qui se désagrègent. Genre, tu vois une maison, mais tu vois que les maisons qui sont décortiquées les unes des autres. Si je peux me permettre pour que vous fassiez une idée, vous voyez le jeu Bastion, c'est ça. Je Bastion par le mec qu'on fait à NES. Ouais, avec le côté hexagonal en plus, etc. Ouais. Qui se construit au fur et à mesure des déplacements. Ouais, je fais oui de la tête, mais je sais pas du tout de quoi tu parles. Mais vraiment, en fait, comprends, on dirait des morceaux qui sont séparés par du vide. En fait, l'intérêt, c'est de voir des morceaux de monde qui sont séparés par du vide. Comme le scénario. Voilà. Et Le scud est parti. Bim, pouah. Et ensuite, 12 ans plus tard, donc notre Adli qui se balade sur un scooter dans les rues de Rome. On ne sait pas trop pourquoi il se balade dans ces rues de Rome, mais c'est pour l'entraîner à se balader dans le monde parallèle, dans cette dimension qu'elle elle pourra essayer de retrouver ses parents. Alors, j'ai pas besoin de dire beaucoup plus parce que l'histoire, le problème, c'est que non, il n'y a pas grand-chose de plus à en dire fondamentalement, si ce n'est que c'est très avare en texte. Ça se lit extrêmement rapidement. J'exagère un petit peu, mais il doit y avoir 10 bulles à tout casser dans le premier numéro, quoi. Et pourtant, ça raconte quand même pas mal de choses dans ces 10 bulles, quoi. Mais en même temps, il n'y a que 10 bulles. C'est un dessin très très onirique et moi pour le coup j'ai plutôt aimé le dessin. Il y a des bonnes idées, je dis pas que c'est parfait, loin de là. Il y a les visages, faut pas les regarder, mais le reste, tout ce qui est décor est plutôt sympa. Les encadrer, je te jure. Mais par contre le style de dessin se prête au récit en fait. Tu n'avais pas tort quand tu dis qu'il y a du vide au milieu du scénario. Mais paradoxalement en fait il y a un petit truc que j'ai trouvé fascinant quand même là-dedans, enfin même si j'en rigole et que je suis un peu d'accord avec le fait que c'est un peu vide, il y a un petit côté fascinant, on rentre dedans et l'histoire est un peu parsemée par petites touches, on est vraiment dans une ambiance philosophico science-fiction presque proche d'un je sais pas si vous avez déjà vu Solaris de Tarkovsky, où on a ce côté très concentrés dans un univers. Enfin, quand ils arrivent sur la planète, on a l'impression qu'ils sont au milieu de cette planète et le reste c'est le vide. Et ben là, on a un peu cette même sensation qu'ils sont dans un microcosme et autour d'eux c'est le vide éternel. Et ça part un peu sur cet aspect-là. Je pense que ça veut être un peu plus philosophique que ce que ça ne l'est. Et ça ne réussit pas à aller là où ça veut complètement. Et j'ai lu jusqu'à la fin. Alors je me permets du coup de parler jusqu'à la fin, c'est que la fin, j'ai tourné pas, je fais déjà. En fait, parce que je me dis bon, c'est en 5 et en fait c'est très abrupt et du coup en fait j'arrive même pas à raconter vraiment de quoi ça parle en fait, parce que je vois ce qu'il essaye de faire, mais j'arrive pas à cerner exactement. On voit que certaines trames se dessinent comme le côté exploration de l'humain qui veut explorer plus loin que ce qu'il peut connaître et dépasser ses limites et certaines choses comme ça. Hashtag on dirait Black Mirror. Mais le problème c'est que c'est juste une surface. C'est vraiment, on dirait un Tarkovsky raté en fait, littéralement. Enfin, Tarkovsky le fait très bien et je trouve que là ça reste trop en surface, même s'il y a des très très bonnes idées ponctuellement et des vraies lignes où tu te dis ah ouais là il a quelque chose, il tient quelque chose. Il a des éclairs de génie mais il est complètement con. Non, parce que tu sens qu'il tient quelque chose, mais le problème c'est que tu peux pas juste dire tu sais, c'est comme si un mec te dit je sais pas, je pense donc je suis, mais si tu élabores pas derrière c'est un peu vide de sens quoi, enfin si tu le dis juste comme ça. Et c'est un peu ce que me laisse comme sensation cette histoire, quoi. Alors, est-ce que j'ai vraiment aimé ou pas aimé ? En fait, je sais même pas. J'arrive pas à dire si j'ai aimé ou pas, parce qu'en fait, je suis pas sûr de ce que j'ai lu. Et je pense que je mériterais peut-être une autre lecture plus tard, qui me permettrait peut-être d'avoir un autre avis. Mais j'ai l'impression d'avoir loupé beaucoup de choses. Et je pense qu'il y a plus que ce que j'ai cru percevoir. Je pense qu'il y a plus que ce que je pense avoir cru. Hashtag ça fait réfléchir. Mais pour autant, j'en suis pas si sûr. Voilà. La maladie. Oui. Est-ce que toi, tu es sûr d'avoir lu ce que tu as lu ? Alors, je suis sûr d'avoir lu ce que j'ai lu. Et oui, je suis resté sur ma faim salement aussi. Alors que ça avait tout pour me plaire au départ. Des cartographes qui s'aventurent dans une dimension plus ou moins chimérique. Moi, j'étais preneur. Et puis, en plus,
Là, on parlait de franco-belge, la première couverture, elle faisait vraiment penser aux humanoïdes associés à François Schwittens. Ah oui, c'est vrai, ça. Absolument magnifique. La charte de design, ouais, aussi. Et donc, j'ai vraiment beaucoup aimé le graphisme des paysages, des environnements. J'ai trouvé très réussi. Effectivement, pas tellement celui des persos. Sans le juger catastrophique, mais voilà, mais l'univers visuel, là, il provoque un vrai truc, effectivement, qui me plaisait, mais il y a un vrai souci de narration. D'abord, donc, je découvre que c'est en seulement 5 numéros. Moi, j'ai lu les 3 premiers, du coup, et dans les 3 premiers, il se passe presque rien. C'est-à-dire que c'est une très et trop longue mise en place de trucs qui pourraient avancer 6 fois plus vite. Alors, juste pour te dire, t'as vu le plus d'action de toute l'histoire. Même avec le 4 et 5, t'as moins d'action que ça. Bon, bah, c'est incroyable parce que j'ai l'impression qu'il s'est juste rien passé dans les 3 premiers numéros. Et donc, à l'arrivée, il y a des belles images, il y a des belles idées, effectivement, mais donc, il y a un truc qui va pas dans la narration. Et en fait, c'est le fait qu'on n'arrive pas du tout... c'est un peu le même problème que j'ai eu avec le Batman. On n'arrive pas du tout à s'accrocher au personnage, quoi. J'ai pas pu m'empêcher de penser, du coup, à Black Science de Rick Remender, parce que Black Science, c'est un peu la même idée, quoi. Des gens qui partent dans des dimensions parallèles. Tout ce qui se passe en seulement une issue dans Black Science, et dès la première, en 3 secondes, t'as le contexte personnel qui est hyper riche, l'histoire familiale. Alors que là, c'est tellement dilué qu'elle a perdu ses parents, mais on s'en fout. On ressent rien du fait qu'elle a perdu ses parents. Alors on suit l'argument de SF, qui est pas mal, qui est pas super original, mais qui est pas mal. Mais on n'a pas la plus-value d'être tenu par l'émotion, par le personnel. C'est trop froid, même si c'est beau, quoi. Typiquement, il y a un flash forward à un moment donné, donc comme le disait XT, son grand-père, il va faire fabriquer pour sa petite fille, pour l'expédition, un robot. Et on a le début de la fabrication du robot et la flash forward 10 ou 12 ans plus tard. Et donc le robot il est construit et la fille et le robot ils se connaissent bien, apparemment ils ont des liens, mais du coup on est passé complètement à côté du développement de ce lien et donc ça nous fait ni chaud ni froid. Ouais, c'est le buddy movie qui va trop vite. Voilà, on arrive... donc voilà, grosse frustration, un univers de SF qui me semblait prometteur et assez beau, mais il se passe tellement rien au niveau des persos que voilà. Regan, pour ta part, bon, j'imagine que tu vas rattraper le truc et que tu as adoré. Un gros coup de... Non, pas du tout. Non, alors, par où commencer ? Je dirais que le comics s'arrête au bout de la première case. C'est-à-dire qu'il y a un pitch assez clair, assez détaillé de la situation, de ce qu'ils ont lancé, et ça s'arrête. Il n'y a plus rien après. C'est d'une vacuité assez terrifiante, en fait. Que ça fasse écho avec son univers, je veux bien, mais non. Et pareil, le dessin n'est pas mauvais, mais les 3/4 des pages sont vides. Alors, quand c'est dans un univers parallèle qui est censé se construire petit à petit, c'est une chose, mais c'est la même chose dans l'univers classique. Alors, je sais, on le ressort souvent, mais au bout d'un moment, si j'en ai pas pour mon argent sur le scénario, que c'est très économe et avare en dessin, on va avoir un problème. C'est pas mal dessiné, encore une fois, hein, même si le visage, voilà. Le mur d'Adrien est explosé. Oh bah non. Ah mais alors là, en 3 issues, on connaît le prénom des personnages, et on s'en fout en plus. Ta gueule, c'est magique, mais partout. C'est l'émission de la violence, quoi. Partout. Voilà, je vois que ouais. Ouais, pourtant c'est pas le point le plus gênant, le ta gueule. Non, mais si tu veux, quand tu veux faire avancer 2 personnages ensemble et que à un moment, dès le début, donc on voit que c'est plutôt technologie, etc., avancée, robotique, il y a, et d'un coup, et oui, leur fille qui en plus, et je pense que je peux le dire, je pense pas que c'est un gros spoil, qui est précog, bien sûr, donc qui a des visions, parce que pourquoi pas. Écoute, et puis ils en font pas grand chose. Et ils n'en font rien du tout. Ça leur permet juste. Oui, c'est ça le problème en fait. Ah non, mais ça leur permet juste de dire c'est elle qui va devoir y aller. Voilà. Oui, voilà. Il y a juste le nom qui est écrit dessus, mais ça sert à rien dans l'histoire. C'est en plus, ça essaye de faire des pseudo-inceptions. Ouais, mais non. Oui, mais non, très clairement non. Pareil, ça essaye de toper un peu une ambiance fringe, tout comme ça, mais c'est tellement loin, tellement loin.
Et vraiment, ce qui m'a achevé, c'est que moi, je l'ai su avant l'épisode. En 5, non, mais c'est une blague. C'est pas possible. À la limite qu'une ongoing, que tu sois économe, que tu essaies d'en garder sous la pédale, oui, etc. Ton temps, Je peux comprendre. Là, en 5, et tu m'as confirmé à demi-mot, mais non, tellement non, quoi. Tu as lu L'œil d'Odin que tu n'avais pas aimé, certes, mais la fin a été frustrante, quoi qu'il arrive. Sauf qu'il a essayé de me raconter quelque chose. Alors, il a raté sa narration, mais là, il n'y a rien. Mais en fait, la fin, je tournais la page, je fais... il manque un truc. Et vraiment, on n'est pas là bâcher pour bâcher, mais c'est quand un pitch a un potentiel comme ça, que le dessinateur n'est pas mauvais comme on disait, c'est juste que voilà, une telle économie de décor, que les concepts visuels plus que les dessins sont intéressants, le fameux monde hexagonal, etc. Oui, parce que ça, pour le coup, c'est beau. Ça, le concept visuel est intéressant, même si encore une fois, il est un peu à l'économie, mais il est intéressant. Et attends, je te donne les bons mots parce que tu me fais de la peine là. Il n'y a pas le bon rythme, il n'y a pas l'empathie pour les personnages. Version courte, je suis désolé, mais c'est vraiment non, quoi. Très bien. Et il y a un titre français qui est catastrophique puisque ça n'a absolument aucun rapport avec le schmilblick. Rappelle-moi, c'est quoi ? Horizons oubliés. Horizons oubliés. Non, pas oublié. C'est pas du tout ce que tu as dit. Oblique. Non, mais ça ressemble, mais vraiment, prends des vitamines. Hein. Je t'en conjure. Oui, c'est Horizon Oblique versus Hexagon Bridge. C'est Horizon Oblique, ouais, ça. Très bien. Alors, on fait un petit récap de tout ça. On a parlé de Rare Flavor de Ramvé et Philippe Andrade chez Boom. Je pense que c'était un peu top 1 de ce soir. Derrière, on a eu Reigen, Batman City of Madness. Top 2 et puis Hexagon Bridge donc de Richard Blake chez Image qui arrive dans la catégorie clairement de n'y allez pas ou alors on vous aura prévenu. Voilà, c'est la catégorie on vous aura prévenu, exactement. Je vous suggère une rapide pause et après ça on fera peut-être un petit focus, voilà. Quelle perversité dans ta voix, un petit focus. Un petit focus. Alors, dans le focus de ce soir, on va parler de Parker. Mais, avant ça... La grand-mère de... Exactement. De Peter. La grand-mère de Peter. On va vous parler de Parker, mais avant ça, je voudrais vous parler de quelque chose. De quoi vas-tu nous parler ? On est en février. C'est un début d'année, et en début d'année, qu'est-ce qu'on fait à Comics Outcast ? Je l'ai sur le bout de la langue. On fait la galette des rois. Après ça, on remet des awards, mais oui, des bouillas d'or. Bien sûr, mais bon sang, mais c'est bien sûr. Mais je le savais. Les bouillas d'or ont été annoncés il y a peu. C'est une cérémonie dans laquelle on récompense les meilleures lectures de l'année. Tout à fait subjectivement. Le crew se réunit. Il y a un conciliabule. Un conclave, effectivement, souterrain, pendant lequel des débats houleux ont lieu, et puis on aboutit à une liste qui a été accouchée péniblement de meilleurs auteurs, de meilleurs comics, de meilleurs ongoing, de nouvelles séries, de nouveaux artistes, et puis ça donnera lieu à une chouette cérémonie qui est traditionnellement enregistrée en public, dans un lieu encore tenu secret à ce jour. Et la particularité de cette cérémonie, c'est quand même que ce sont les auditeurs qui tranchent. Vous avez la parole. Vous avez le choix ultime même d'ailleurs. Il y a un bon paquet de catégories, vous n'êtes pas obligé de voter pour tout, mais si vous avez une intuition de qu'est-ce qui mérite un bouillat d'or cette année, on vous invite à aller voter. Les votes sont ouverts jusqu'au 24 mars, je crois, 2024. On mettra le lien dans les commentaires, dans les tweets et tout ça. Et puis, Reigen est très fort à harceler. Alors, les membres du vaisseau, c'est une chose, mais également les auditeurs. Donc, vous serez informés de tous ces votes, sachant que je crois que les votes sont déjà ouverts et, comme d'habitude, c'est serré ici et là.
Donc voilà, il faudra vos voix. Pousser pour vos poulains. Voilà, il faudra vos voix pour venir départager un petit peu tout ça. Non, parce que sinon, ça va être Jeff Lemire qui va gagner, je vais tirer la gueule. Et voilà. Qui n'est pas nommé d'ailleurs. Qui n'est pas nommé. Il n'est pas nommé. Jeff Lemire. Ah oui, non, pas lui-même, pas en tant qu'auteur, mais un de ses Non, titres. Tout à fait. Voilà. La cérémonie, quant à elle, aura lieu le samedi 30 mars, donc dans un endroit qu'on a encore à vous révéler. Ça sera à Paris. Si vous êtes un auditeur et que vous avez envie de venir nous voir enregistrer la cérémonie des Bouillas d'Or, je crois qu'il y aura un formulaire pour s'inscrire quelque part à un moment donné. Suivez-nous sur les réseaux. C'était l'occasion de vous rappeler qu'on est à peu près partout et que toutes ces informations-là se trouvent sur l'internet. Je vous propose de passer au focus. Est-ce que j'ai tout dit ? Tout à fait. J'ai tout dit. Le focus de ce soir, c'est Parker de Darwin Cook. Oui, enfin de T'as appris ta poésie ce soir ? De Richard. Ta poésie Parker. Allez. Écoute, il est en petite forme, le pauvre. Couchons-le. On va la battre. Donc Parker de Richard Stark et Darwin Cook, et plus spécifiquement la magnifique édition intégrale parue chez Dargaud. Étonnamment légère. C'est un énorme pavé sur la table entre nous. J'ai voulu la déplacer, je me suis dit je vais me péter le dos. Un mystère. Incroyable. Un mystère de la science. Incroyable, c'est le choix du papier bible, tu disais. Oui, le papier le grammage est très, et pourtant sans faire de compromis sur la qualité du papier. Voilà, c'est pas épais et léger. Oui, c'est ça. Le papier est épais et léger. Bon, on est parti directement sur les sur la fab, sur la fabrication. Parker, qu'est-ce que c'est Parker, concrètement, donc c'est l'adaptation par Darwin Cook de 4 livres de l'auteur Richard Stark. Richard Stark, de son vrai nom Donald E. Westlake, né en 1933, décédé en 2008, écrivain et scénariste américain qui a écrit plus d'une centaine d'ouvrages. Son genre de prédilection, c'était le polar humoristique. C'est pas lui qui a écrit les SAS ? Non, c'est pas lui. Donc son genre de prédilection, c'est le polar humoristique, mais il a fait du roman policier, du roman noir, du thriller, même un peu de fantastique et de SF. Et sa particularité, c'est d'avoir écrit sous de nombreux pseudos selon les genres qu'il pratiquait, notamment Alan Marshall, Tucker Coe. Je ne les ai pas tous notés, il y en a une palanquée. Et enfin, sous le pseudonyme de Richard Stark, il a lancé la série Parker en 1963. Parker, donc ce sont des polars noirs, très noirs. Parker, c'est le nom du héros qui n'a pas de prénom, comme juste Leblanc. Ça va rendre fou François Pignon, mais c'est juste Parker. Parker, qui c'est ? Parker, c'est un braqueur professionnel, c'est une brute épaisse, sans état d'âme, une force de la nature, et qui aborde d'ailleurs son activité de manière, comme je disais, extrêmement professionnelle. C'est son métier, véritablement. Il réunit une équipe, il monte un coup, il vit sur les bénéfices quelque temps, jusqu'au moment où il a besoin de monter le coup suivant. On ne sait rien de lui, de son passé, de pourquoi il est comme ça, pourquoi il en est arrivé là. On n'a droit qu'à son présent. Et entre 1963 et 1974, soit seulement une petite dizaine d'années, Stark a écrit plus de 20 romans mettant en scène Parker, ce qui est quand même une belle performance, ça fait 2 romans par an. Alors son astuce, c'est de construire tous ces romans sur une même structure. Des romans en 4 parties, de 6 à 7 chapitres chacune des parties. Et il y a toujours l'histoire, au centre de l'histoire, il y a toujours un casse qui en général se passe mal, et les conséquences derrière, en général, une vengeance de Parker, en gros, pour simplifier à outrance. Et donc voilà, donc quand même 20 romans en 10 ans. Et il faut savoir qu'au début des années 2000, il en a réécrit 8. Il a eu l'envie de faire revenir Parker. Ces romans, et donc le personnage, ont eu beaucoup de succès. Il y a eu beaucoup d'adaptations cinématographiques et télévisuelles, y compris en France d'ailleurs. À noter que dans ces adaptations, le personnage ne s'appelle jamais Parker, car Westlake ne l'a jamais autorisé. Sauf une fois. Oui, justement. Justement. Au chalet.
Et juste 3 exemples en passant, il y a Point Blank, le point de non-retour en 1967 de John Boorman avec Lee Marvin dans le rôle de Parker. Super film. Très bon film. Il y a Payback de Brian Helgeland en 1999 avec Mel Gibson. Moins bon film. Ouais, mais c'est pas mal quand même. Et puis en France, Mise à sac en 1967 de Alain Cavalier avec Michel Constantin. Dans le rôle de Parker, à mon avis, ça doit être pas mal. Donc on voit que même si le nom de Westlake et de Parker d'ailleurs sont pas forcément très connus du grand public, cette œuvre et ce personnage ont quand même profondément marqué la culture populaire. Et au début des années 2000, Darwin Cook, le regretté Darwin Cook, décide d'adapter les romans, enfin 4 de ses romans, en comics. Et je vais passer la parole à Regan. En effet, Darwin Cook, donc dessinateur canadien qui nous a effectivement malheureusement quittés en 2016 à 53 ans d'un cancer, beaucoup trop tôt, est un artiste qui était passionné de comics et qui n'a pas tout de suite pu vraiment vivre de cette passion. Et il s'est dirigé vers tout ce qui est design, publicité, etc. Pour essayer, il faut bien gagner sa croûte, hein, c'est le cas de le dire, jusqu'à ce qu'il propose un script à une petite société de production d'animation, Warner, des trucs comme ça, autour d'un projet par un Team Cell, autour de Batman. Enfin, voilà, vous voyez des petits trucs comme ça. Et donc, il propose un storyboard qui, pour le coup, sera littéralement Batman Ego, qui est un titre qui est sorti par la suite. Et ça lui servira de porte d'entrée dans le monde de l'animation, où il va travailler avec Bruce Timm, d'où aussi d'ailleurs un style qui se rapprochera entre les deux au niveau du dessin. Et donc il travaillera notamment sur Batman, donc évidemment la série animée, Superman, la série animée, et c'est même lui qui aura fait l'intro de Batman Beyond. C'est lui-même qui l'a réalisé avec ses petites mimines. Quelle intro. Je confirme, même si la série a moins bien marché que Batman Taz pour des raisons qui ne sont pas forcément liées à sa qualité, d'ailleurs, sur les temps passants. Mais effectivement. Donc, il va se lancer dans l'animation dans les années 2000. Et grâce à ce script de Batman Ego, il va pouvoir, derrière, se faire une carrière dans le comics, avec notamment Catwoman et New Frontier. New Frontier, chef-d'œuvre absolu. On aura l'occasion d'en reparler. On l'a pas focusé encore ? Je ne sais pas. Avec son style vraiment très design aussi, puisqu'il a gardé cette science de l'économie du trait et de savoir faire transmettre des idées avec l'économie. Et donc, il va décider, en collaboration avec IDW, de se lancer dans l'adaptation de l'œuvre de Stark en 2009 pour donc faire les 4 nouvelles qui vont nous intéresser. The Hunter, The Outfit, The Score et Slay Ground, qui seront traduits par le chasseur... la chasse, l'organisation... après, je sais plus les titres. Seulement le braquage, un truc comme ça. Le casse, je crois que c'est. Et le dernier, c'est Funnyland. Donc son style, effectivement, son coup de crayon très fluide va vraiment faire la différence sur cette histoire. On aura l'occasion d'en parler. Et comme c'est dit dans les commentaires d'ailleurs, il va travailler avec Stark. C'est-à-dire que ce n'est pas une adaptation a posteriori parce que l'histoire lui en plus. Il va travailler avec Stark sur les débuts. Malheureusement, là, c'est trop triste. C'est assez triste. Donc en fait, lorsqu'il va finir sa première planche, qu'il va vouloir la montrer à Stark, il se dit, je ne vais pas lui envoyer un mail. Enfin, je veux dire, c'est marquons le coup. Je vais lui envoyer la planche directement, enfin quelques planches directement, pour qu'il voie le travail que j'ai effectué. Donc il lui envoie. Stark part en vacances, lui dit je les verrai à mon retour, et il ne reviendra jamais de ses vacances. Donc il n'aura jamais vu le travail qu'a effectué Darwin Cook sur son œuvre. Peu cher. C'est clair. Et soit dit en passant, ce genre d'anecdotes et d'autres sont dans la préface de cette édition qui est passionnante. Il y a 2 interviews vraiment complètes avec le process de création, etc.
ça fait la différence, littéralement. Enfin, Alors, non seulement c'est riche, il y a une 30aine de pages, c'est passionnant, vraiment on rentre dans le processus, et en plus il y a de très 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 belles images qui entrecoupent les interviews. Donc avant même de rentrer dans l'histoire, il y a déjà 30 pages passionnantes et magnifiques, quoi. Moi j'allais dire, c'est étonnant j'aurais imaginé ça en postface. Non, parce que effectivement, parce que ça, comment dire, ça donne une lecture différente. Ouais, ça donne une lecture différente en fait aussi. Est-ce qu'on passe au résumé ou est-ce que parce qu'il y a des choses à dire sur son style au niveau du dessin. On va peut-être faire un petit pitch des 4. Oui, voilà, on va ça pas. coûte rien. Je pense qu'on va pas rentrer en profondeur dans les 4 histoires déjà parce que c'est des histoires extrêmement focus. simples. On va pas vous parler des histoires du focus. Voilà, non, mais c'est-à-dire qu'on est dans des polars noirs hyper calibrés. Relativement sans surprise et assumé comme tel. On est dans du classique de chez classique. Au niveau écriture, Stark travaillait volontairement avec des stéréotypes. Voilà. Et c'est tout l'intérêt de la chose. À préciser que, pas forcément contrairement à d'autres, mais Stark est un véritable connard. Il y a plein d'histoires de films noirs où le héros a un peu de bon fond. Parker. Parker. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il va nous dire? Donc, effectivement, Parker est un véritable salaud. Il y a 2 points effectivement importants là sur le personnage. C'est qu'on va en parler effectivement, mais ce n'est pas un héros justement. Non, c'est tout sauf un héros. Et pour accentuer ça, d'ailleurs en termes de narration, mais il a même pas le côté Robin des Bois, quoi. Mais non, pas du tout. C'est un sale. On va en parler, mais dès le chasseur, c'est parfaitement clair. Enfin, il n'y a pas de doute à avoir sur qui on a affaire. Et une des astuces de narration, effectivement, on rentre en détail après, c'est qu'on est souvent de l'extérieur. C'est une force de la nature qui se balade dans l'histoire, mais on n'est pas dans sa tête à penser qu'est-ce que machin. C'est avant tout un monolithe qui avance et qui broie tout sur son passage. Donc, la chasse ou le chasseur, je me rappelle plus si l'on traduit par la chasse ou le chasseur. Tu l'as, on arrête. La réponse en live. La réponse en live, attention. Donc, il y a le premier livre adapté. C'est une vengeance de Parker sur le chasseur. Le chasseur, sur le gars qui a essayé de le tuer et qui lui a volé son argent. Voilà, plus la récupération de l'argent auprès de l'organisation. On y reviendra puisque un stéréotype. Il faut un nom pour la. Voilà. Le deuxième, c'est l'organisation. Parker a du coup l'organisation maintenant sur le dos depuis la chasse, depuis le chasseur parce qu'il a mis un sacré barouf. Et donc Parker va secouer toute l'organisation jusqu'à obtenir qu'elle lui foute définitivement la paix. Dans cette histoire, on a entre autres la description de plein de braquages différents, hyper détaillés, c'est hyper fouillé, c'est hyper bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Ensuite, on a The Score, donc le braquage vraiment pur et dur. Là, tout le récit est tourné autour d'un braquage en particulier, mais il est très atypique puisque c'est un braquage où, plutôt que d'aller braquer une banque, ils vont braquer une ville. C'est pas rien. Tant qu'à faire, hein, le casse en français. C'est une petite, sans rentrer en détail, c'est un petit village qui est dans une vallée un peu encassée contre les montagnes. Ils vont s'organiser pour tout braquer en une nuit. Les taupes dans la ville. Exactement, tout un plan très complexe. Enfin, l'ambiance un peu. Un petit côté guérilla au bout d'un. Là, et puis le braquage planifié avec une carte, avec comment on organise tout ça, Ocean-Eleven et compagnie. Enfin, vous voyez, le vrai casse, comme il a pu en écrire des centaines en dehors de ça. Et la dernière histoire, alors il y en aura d'ailleurs un petit supplément, mais en tout cas, la dernière histoire, c'est Fun Island en français, si je dis pas de bêtises. Là, pour le coup, c'est bien de réussir un braquage, mais il faut surtout réussir sa fuite. Et malheureusement, donc, lors d'un braquage dont on sait peu de choses, il va malheureusement avoir un accident de voiture suite à un dérapage d'un conducteur un petit peu trop nerveux sur du verglas. Et il va se retrouver donc un peu blessé, à devoir rapidement se planquer puisqu'il va être poursuivi non pas par les flics, mais pire que ça, les flics véreux. Et la seule chose qui s'offre à lui à ce moment-là, malheureusement pour lui, c'est un parc d'attractions désaffecté en bord de mer. Et donc, je vous laisse imaginer, bien sûr, la petite ambiance « Maman, j'ai raté l'avion » qui va s'en suivre, où il va essayer de se défendre du mieux qu'il peut et jouer notamment la montre en attendant que ça se tasse. Petit point tactique dessin, colo. Les histoires ont une colo. J'allais y venir. En fait,
on va aborder maintenant effectivement le côté vraiment graphique. Je pense, enfin, Non, vas-y. donc oui, le travail. Alors, je voulais faire un trigger warning tout de suite avant de l'oublier en fait. C'est du polar noir écrit dans les années donc 60. 60, ouais. Avec tous ces tropes, toutes ces valeurs et des choses qui ont évolué sur les hommes, sur les femmes. C'est à savoir avant d'ouvrir. Oui, c'est Voilà. inscrit dans une époque. C'est inscrit dans une époque. Ça ne l'excuse pas et ça ne la valide pas pour autant. Mais c'est bon de le savoir avant de lire ce genre de choses. Donc oui, je voulais faire évidemment une passe sur le graphisme, parce que je pense que, comme on le dit, même si la narration est excellente, hein, ça reste quand même des stéréotypes que vous connaissez déjà. Et Darwin Cook, oh là là, celle-là on va faire attention, se donne vraiment à fond, pour retranscrire une atmosphère, pour vraiment avoir ce côté pesant au niveau des récits. Comme on dit, en plus il a fait en relation avec l'auteur. Et il y a beaucoup d'astuces de narration, notamment chaque histoire a une colorimétrie différente, une couleur différente, puisque c'est de la bichromie. Et donc il va y avoir donc la première en bleu turquoise, la deuxième en violet, la troisième en orange, la quatrième en gris. Et on avait oublié de le dire, mais il y a une petite histoire bonus. C'est marrant, on ne perçoit pas les couleurs pareilles. Pour moi, la deuxième, elle est bleu sombre. Oui, tu alors, la vois violette. En fait, oui, c'est un bleu profond, si tu veux. Oui. Mais Non, mais bref, c'est pour bien faire le distinguo avec le bleu très clair de la première. C'est une super idée, en parenthèse. Oui, et ça rend super bien. Le principe de la bichromie, quand c'est bien fait, c'est super intéressant visuellement. Comme le boudin. Exactement. À noter qu'il y a une petite histoire de 4 pages, 5 pages supplémentaires à la fin. J'en ai oublié le nom, je m'en excuse. C'est le 7e. Pour le coup, qui est un peu plus anecdotique, mais voilà, pour information. Et donc, oui, ce que je voulais dire, donc, le choix de la bichromie donne beaucoup de cachet à ce comics. Il joue beaucoup avec la trame aussi de la page. La trame, c'est un point intéressant en comics. Vous savez, c'est un peu ces fameuses peintures d'Andy Warhol, vous voyez les petits points, etc. Ben ça, c'est fait à raison. C'est-à-dire que ce n'est pas une erreur ou quoi que ce soit, puisqu'en plus, il le disait en pinceau, en peinture, pour avoir ces coups de pinceau, c'est du traditionnel. Hein. Et vraiment, il essaie de travailler avec le grain de la page, etc. Et ça, du coup, il change légèrement de style de temps en temps. Oui, ouais. Dans l'histoire, dans la première histoire. Et après, il va carrément, comme tu l'as dit tout à l'heure, dans la deuxième, notamment, basculer sur des styles, en hommage à lui-même, j'imagine aussi un petit peu. Vous savez, ces dessins d'explication monétaire. Vous voyez, les petits bonhommes un peu carrés dessinés. Et il y a des infographies. Il y a toute une partie comme ça. De design, infographie, pour expliquer comment fonctionnent certains principes, l'organisation, etc. Mais en plus, j'ai adoré cette partie. D'abord, graphiquement, c'est super. Et il rentre dans le fonctionnement précis instructif. Et ça a une bonne respiration. D'arnaque. C'est quand même un peu sombre. Hein. Enfin, c'est un peu sec. Hein, t'as l'impression que c'est les Shadocks qui t'expliquent comment monter une arnaque. Mais c'est un moment. C'est un peu. Oui, le petit côté un peu tuto Miss Minute là. Ouais, c'est ça. J'appelle ça le capitalisme en animation, tu vois, comme Monsieur Scrooge ou ce genre de choses qu'on a connu à la télé. Et effectivement, donc c'est magnifique. Vraiment, enfin c'est un régal pour les yeux à chaque page, quoi. Je me demande si c'est quand même pas sa plus belle œuvre, même si évidemment New Frontier est en haut de liste. Mais il y a un tel travail, encore une fois, notamment sur la bichromie. Peut-être celle avec le plus de personnalité. Oui, je pense qu'il y a de ça. Ouais. Il y a vraiment on sent qu'il se met vraiment dedans, qu'il se met lui-même dedans. C'est assez ouf visuellement. Et je pense que ça fait une grosse partie de l'intérêt clairement de cette lecture, même si les histoires sont super sympas, super intéressantes. Mais c'est surtout elles sont malines au niveau de se dérouler. La dernière sur la track, elle est. En fait, on a le côté de un lieu, une zone et un temps donné. Enfin, j'ai oublié comment on décrit ces trois unités de temps, de lieu et d'espace. Voilà, merci. Enfin, on a cette même unité et ça marche très bien parce qu'on va jouer avec les décors, avec ce qu'il y a et on va avoir un vrai jeu même pour le lecteur de qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là, comment il va s'en sortir. Plus que dans les autres, on le sent vraiment comme quelqu'un dans une prison, un lion enfermé dans une cage. On se dit comment il va sortir de cette cage. Et ce côté dans cette track, c'est vraiment fascinant. Enfin, moi, c'est un truc que j'ai adoré.
Oui, bah, je voulais revenir sur ce que tu avais lancé tout à l'heure, sur le personnage de Parker. Effectivement, par contre, ouais, c'est même pas un anti-héros, c'est une ordure. Moi, il y a des trucs qui m'ont sincèrement choqué. C'est-à-dire, Dès le chasseur, ouais. c'est-à-dire que c'est un gars qui exécute froidement des gens qui ne lui ont rien fait. Et ça, alors le chasseur au début, bon, il cherche un gars qui lui a piqué de l'argent et qui a voulu le tuer. Donc il le retrouve pour se venger, pour le tuer. Bon, ben jusque-là, d'accord. Mais après, il se trouve qu'une fois qu'il a tué le gars, il n'a pas récupéré son argent. Et parce que le gars, il avait récupéré cet argent parce qu'il avait des dettes auprès de l'organisation. Et donc il a filé l'argent à l'organisation. Et là, Parker se dit, eh ben, c'est à l'organisation de rembourser cet argent. Ce qui est absolument faux. Ils lui ont rien fait. Et donc, il se met en quête de récupérer cet argent auprès de l'organisation, et ce faisant, il dézingue, mais froidement, la subtilité d'un bulldozer. Des mecs qui lui ont absolument rien fait, même si c'est des mafieux et tout, c'est affreux. Même si c'est soi-disant potes, plus dans d'autres histoires. Ouais, il y a notamment un personnage un peu plus tard, un jeune comptable, un mec qui est certes dans la mafia, mais qui a dû jamais tenir un flingue dans ses mains de sa vie, et il le bute juste parce que tout d'un coup il change d'idée. C'est-à-dire, il lui dit, tu vas donner un message à ton patron, alors tu lui diras ça, et le mec il est un peu flippé, il fait, attendez, je vais noter parce que c'est compliqué. Et là-dessus Parker il fait, ouais, t'as raison, c'est compliqué, je vais le faire moi-même, et il l'abat. Ça m'a choqué, vraiment. C'est mon petit cœur fragile. Il a fait non, mais on n'a pas le droit de faire ça. Et c'est assez étrange d'avoir à ce point-là un personnage haïssable, quoi. On n'arrive pas à avoir de l'empathie pour lui. Voilà, moi ça m'a pas enlevé le plaisir de lire cette œuvre parce que bon là ça s'inscrit dans un genre, et que c'est un genre que j'aime beaucoup, et que graphiquement ça déboîte. Mais enfin, c'est pourri contre pourri. Enfin, il y a pas de lueur d'espoir. Hein. D'ailleurs, Donald Westlake disait qu'il n'y avait pas une seule adaptation cinématographique ou télévisuelle réussie de son personnage, parce que dans tous les films, dans toutes les adaptations, ils lui mettent un petit côté humain, ils lui mettent une petite excuse, ils lui mettent un petit truc pour le transformer en anti-héros, alors que pas du tout, quoi. Il n'y a pas de sentiment. On insiste vraiment à l'avancée d'une machine, quoi. Et quand il y a quelque chose sur son chemin, il la détruit. Il y a un élément qui, dans le chasseur, qui n'est pas une explication, mais qui permet d'autant plus de cerner le personnage autour d'un personnage à qui il a accordé sa confiance, chose qui n'est jamais arrivée et qui n'arrivera plus jamais, littéralement, puisque c'est le point de départ de la trahison et de sa vengeance du chasseur. J'en dirai pas plus. Mais ça montre justement que la seule moment qui aurait pu montrer une once d'humanité, non seulement il n'en montrera pas, mais ça va très mal finir, qui plus est derrière. Donc même là, qui aurait pu être un peu pas d'eau dans son vin, mais voilà, dire il y a un cœur qui bat sous ce... Non. Il y a un cœur qui bat, ça va le finir. Voilà. Oui, alors juste pour vous dire, pour aller plus loin, si Parker vous a plu, en termes de dessin, donc Darwyn Cooke, etc., donc évidemment on a parlé de New Frontier, on a parlé de Catwoman, je parlerai aussi de tous ces artistes qui se sont inspirés de Darwyn Cooke, ou en tout cas qui ont été influencés par Darwyn Cooke. J'en citerai juste deux, Elsa Chartier. J'ai envie de dire, évidemment, la parenté est peut-être celle qui est la plus évidente. Si son style vous intéresse, vous retrouverez quelque chose là-dedans. Je trouve aussi Chris Samney, au niveau de sa manière de travailler, qui fait plus une synthèse entre Cook et Mignola, mais néanmoins, je trouve qu'il y a effectivement une parenté. Et en termes d'histoire, j'ai envie de dire évidemment Brubaker et Sean Phillips, bien évidemment, au niveau du polar, qui le porte gros et fort, à longueur d'année, sans se fatiguer. Alors, il y a des hauts et des bas quand même, mais globalement, en étant toujours d'une qualité. Il y a moins de côté incroyable. Pourri contre plus pourri dans Waker qu'ici, quand même. Ah oui, là, on est vraiment dans la. Il y a aussi des salauds, mais bien en sûr. Général, ils ont plus de nuances, effectivement. Ou de... Tout à fait, ouais, tout à fait. Bien, écoutez, vous me l'avez vendu comme Jaja, et je peux vous dire que dans ma wishlist, Cookéo. Comme dans ta cuisine. Il m'a fallu 2 secondes, quoi. Il m'a fallu un instant. C'est tout pour le focus aujourd'hui. Donc, pour le moment. On rappelle
Parker de Richard Stark et dessiné par Darwin Cook. C'est édité chez... Alors, en tout cas, il y a l'intégrale chez Dargo qui est devant moi et qui est magnifique. Merci Dargo. Un petit jingle hors les bulles tout de suite. Et puis, après, on va parler de The Crow, quoi. Insérer un MP3 de Corbeau. Ah ouais, j'y étais. On va donc parler de The Crow, mais avant ça, je vais partir du principe que si vous nous écoutez encore, c'est que vous appréciez un tant soit peu le ton mi-coquin, Raisin. mi-raisin. Titre d'épisode, encore une fois. Mi-coquin, mi-raisin. De Comics Outcast et de cette joyeuse bande de chroniqueurs. C'est grâce au travail du crew de Comics Outcast depuis 9 ans et au soutien du vaisseau Hypersensas qu'on peut réaliser du coup maintenant 221 émissions. Voilà, une jolie escouade de podcasteurs amateurs qui ont en cœur à rigoler entre nous, on va le dire, mais aussi à vous donner envie de lire des trucs, de découvrir des passions et d'étendre les possibles. Et voilà, d'étendre vos horizons. Si vous avez envie de soutenir Comics Outcast ainsi que les autres podcasts du label Vaisseau Hypersensas, je vous invite à foncer sur patreon.com/vaisseau hypersensas. Ça reste la seule façon de nous soutenir, enfin, ou du moins la meilleure, grâce à des petits dons, à des maxi-dons, à des amis-dons, à des katsu-dons, qui nous permettront d'affronter les obstacles de la vie, bien comme un câble qu'on oublie, ou encore un verre d'eau qui se renverse sur un micro, ce genre de choses, et par exemple aussi rétribuer financièrement le Studio 17 qui nous accueille avec tant d'amour. Ça nous fait vraiment très chaud au cœur, et c'est grâce à eux que vous pouvez écouter nos émissions dans de si bonnes conditions, avec une si belle qualité. La petite cagnotte, elle nous sert à plein de choses, donc à financer un peu de matos, à financer quelques événements, comme par exemple un petit bout de bouillat d'or, bientôt à Paris, je le répète. À démissionner de mon travail. Allez, on claque tout. Non, en fait, voilà, on reste indépendant et on ne claque pas tout. Donc, je ne peux que vous encourager à venir nous soutenir, ou du moins à y réfléchir. Si vous ne pouvez pas, ne le faites pas, bien entendu. Faites plutôt des partages de nos épisodes sur les réseaux sociaux, parlez à un ami, mettez 5 étoiles, voilà, ce genre de choses. C'est tout aussi pratique et ça fait tout aussi plaisir. Ou alors carrément, faites-nous des petits bisous en DM, voilà. Ou dans la vraie vie, bien sûr, si on est consentant. Tout bien tout à l'heure. Bien sûr. Allez, c'est le moment où on parle de The Crow, on arrête de dire des conneries. The Crow. Alors, parce que la blague, c'est que c'est adapté d'un comics. Eh oui. On peut commencer ça en préambule, c'est que le paysage du hors-les-bulles en 2024, ça va pas être la joie. Il va falloir qu'on retourne un petit peu en arrière. Il va falloir peut-être qu'on explore un petit peu ailleurs que les séries et films. Quand tu dis ça va pas être la joie, tu crois pas si bien dire pour aujourd'hui. Oui, parce que effectivement The Crow, un petit peu genre de la emo team, quoi. Genre ça va pas, la vie c'est de la merde. Underworld, je connais. Hein. Ah ouais, Underworld, ah ouais, Evanescence, j'adore. Oula, attention. Je sens qu'il va falloir qu'on sorte les griffes, quoi. Allez, c'est parti, allez-y. Alors The Crow, c'est un comics au départ de James O'Barr qui a débuté en 1989. O'Barr masqué. Okay. Il va prendre le contrôle de cette chronique. Voilà, alors pour la petite histoire, il a écrit The Crow pour surmonter le décès de sa petite amie qui était morte dans un accident de voiture, donc ça pose déjà l'ambiance. Il faut noter que le comics a eu un succès, disons, confidentiel, et que c'est le film, en fait. C'est le film, et notamment le drame lié au film, qui ont fait du personnage une icône de la culture gothique moderne. The Crow, donc le film, sorti en 1994... J'étais né. Réalisé par Alex Proyas, réalisateur du merveilleux Dark City, du discutable iRobot et de l'abominable Gods of Egypt. Oh Holy boy. shit.
Alors, on va faire comme si on n'avait pas entendu le dernier film et on garde le reste et d'un coup, ça va. Alors, Non, mais alors, moi, j'ai bien entendu. Ce qui est beau quand même, c'est que du coup, il y a un petit pont avec l'actualité chaude d'un truc qu'on ne chronique pas. C'est que Gods of Egypt est scénarisé par les personnes qui viennent de commettre Madame Web. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Eh ben, je suis bien content que ce soit pas moi qui m'y colle à Madame Web. Donc le film est sorti en 1994 avec dans le rôle titre Brandon Lee, fils de Bruce Lee, et ce qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque et pour cause, c'est que Brandon Lee est décédé sur le tournage du film. Ça a entouré le film d'une aura supplémentaire. Un accident terrible puisque en fait on lui a tiré dessus avec une arme qui était censée être chargée à blanc et en fait il y avait une vraie balle à l'intérieur. Drame qui s'est répété il n'y a pas si longtemps que ça. En plus, avec Baldwin. Et l'histoire est horrible parce qu'on raconte que comme ils ont répété la scène plusieurs fois, quand ils lui ont tiré dessus et qui s'est écroulé et que le réalisateur a dit couper et qui s'est pas relevé, les mecs ils ont pas réagi tout de suite en mode ah t'es con, arrête de faire ta blague. Et bon non, voilà, donc affreux, mais c'est vrai que ça a créé un mythe supplémentaire autour du film. XT, est-ce que tu veux rentrer dans le résumé du film? Quelle est ton énergie? Allons, partons sur le résumé du film qui qu'on va faire simple. Oui, mais de toute façon qui n'a pas un résumé extrêmement compliqué. Non. Et c'est pas le cœur du film d'ailleurs. Pas du tout. Mais pour faire simple, on va l'histoire du film, c'est pas le cœur du film, ça s'annonce bien. Non, mais le cinéma c'est beaucoup plus qu'une histoire. Oui. Voilà. Hein? Alors attention. Par contre, il choisit le nom d'un personnage principal. Certains pourraient dire de Hideo Kojima, c'est-à-dire que le nom du personnage principal s'appelle Eric Draven. Draven évidemment, Raven veut dire corbeau. Draven, corbeau, the crow, corbeau, voilà. Ça fait réfléchir. Merci pour cette petite étude de texte. Alors. Du coup, comment ça démarre? Le film démarre tout de suite dans l'action. On a donc Eric Draven et sa femme qui sont censés se fiancer. Draven. Comme Corbeau. Et sa femme et lui se font assassiner tandis qu'elle est aussi violée au passage. On commence très dur. Clairement, l'auteur du base de l'écrivain de l'histoire fait ceci pour exorciser le drame que Jean évoquait tout à l'heure. Il se trouve qu'après ce meurtre de sang-froid, un an plus tard, il y a un corbeau qui vient sur la tombe de Eric Draven et qui va ressusciter Eric. Il va sortir de sa tombe, être un peu déboussolé, et évidemment, quand on vient de se réveiller, se dire que la dernière chose qu'on a vécue, c'est de voir sa femme se faire violer et tuer. Disons que je crois que c'est l'esprit de vengeance qui va vite s'en suivre. Et le film Ghost Rider, je connais. Va n'être qu'une quête littérale de vengeance envers le gang qui a commis ce méfait. Et lui va être à la recherche, donc du coup, au fur et à mesure de ceux qu'il a reconnus, à la tête, jusqu'à monter à la tête du gang, pour tout simplement accomplir sa belle vengeance. Pour l'accompagner dans cette aventure, il y aura un good cop qui partagera un peu son Gordon à lui, qui l'accompagnera plus ou moins dans sa quête, un Gordon très sympathique. Il aurait pu être joué par Morgan Freeman, j'aurais cru, Hall Morgan Freeman. J'aurais cru aussi, là, ce même côté sympathique qu'on peut avoir comme on peut le voir, comme Morgan Freeman peut avoir ce côté sympathique, quoi, voilà. Ce côté sympathique qu'on peut l'avoir dans Morgan Freeman. Voilà, c'est ça. Et on aura aussi une jeune fille aussi qui, comment le dire ? Une ado, ouais, qui un peu le regard presque innocent et presque le regard positif en fait de ce film-là, qui va être la vraie partie. La belle partie, là, le regard innocent et belle de cette histoire, la jeunesse. Voilà, c'était l'ami du couple avant qu'il soit assassiné. Et donc voilà, elle est heureuse quand il revient et elle renoue avec lui. Voilà. Et donc après, concrètement, l'histoire va se terminer sur une belle bagarre en haut d'un clocher, d'une église, et qui donnera...
Ouais, mais alors je suis pas d'accord. Non, parce que je te vois sur. Non, mais bien sûr, ouais. Non, on est d'accord avec Jean. Voilà. C'est bien plus riche que ça. Et donc, ouais, en effet, quand on le dit comme ça, le pitch paraît. En fait, j'essaie de le rendre plus riche que ce qu'il n'est, mais il n'est pas beaucoup plus riche que ça. Non, il est tout simple. C'est ce qu'on appelle un revenge movie, quoi. Ouais, c'est un revenge movie, tout à fait. Point barre, un personnage qui subit un trauma, des fois c'est pas du fantastique, donc il est pas mort, il est laissé pour mort. Là, on est dans du fantastique, donc il est mort. Il revient et il se venge. On est sur un schéma ultra simple, ultra classique. Là, il n'y a pas de problème. Son pouvoir, c'est de ne pas mourir, d'être immortel, en fait. Oui. Donc, concrètement, à peu près immortel, tant qu'il y a son corbeau avec lui. En gros. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut en dire au niveau de l'histoire, qui donc est effectivement très simple. Et effectivement, entre guillemets, l'intérêt n'est pas là. Enfin, mais finalement, comme dans Parker, en fait, on est sur un récit hyper balisé, extrêmement simple, un événement traumatique, une vengeance. Darren Cook en moins. Voilà. Et ouais, par contre, tu sais pas qui t'as à la place. Hein. Mais voilà, et moi j'aime beaucoup ce film malgré sa simplicité, malgré son côté cliché. Je veux dire, les méchants sont très méchants, les gentils sont très gentils. On est sur du sentiment beau, noble, l'amour, etc. T'as quel âge que tu l'avais vu J'avais l'âge qu'il faut. L'âge qu'il faut. J'avais 15 ans, je crois. Parfait. Voilà. Mais oui. Ah non, mais vous êtes le mauvais. contexte est intéressant. Non, le contexte est intéressant. Non, mais je l'ai revu cet après-midi et j'ai kiffé. Ce qu'il y a, c'est que ça a vraiment de la gueule à l'image. C'est très très beau comme c'est réalisé. Alors c'est pompier, c'est hyper pompier. Ça prend la pose à tour-larigot. Il y a des très forts contrastes, il y a des effets très chargés, mais que je trouve assez beaux même s'ils sont chargés. Par exemple, il y a une séquence de flashback quand il retourne dans son appartement après avoir ressuscité, et là il a les flashbacks de l'agression. Et quand il déambule dans l'appart, dans le présent, on est dans des tons de noir et blanc et on a des flashbacks qui arrivent où tout est rouge. C'est simple, c'est surligné, c'est très clipper, mais ça fonctionne. Et effectivement, on a un héros maquillé de blanc avec le sourire noir, les yeux noirs. Tout le monde se fout de sa gueule qui va se retrouver avec un long manteau en cuir. On est dans une imagerie gothique pure, mais ça fait. Aujourd'hui, ça fait rire, mais ça fait partie des trucs qui ont créé cette imagerie-là, en fait. Ouais, alors, je trouve même pas que ça fait rire même aujourd'hui, parce qu'il a quand même, il est pas ridicule. Non, moi je trouve qu'il est extrêmement bien fait, et tous les effets stylistiques de caméra, de comment il va filmer le corbeau. Il y a plein de plans sur le corbeau en plein vol, quand il va traverser la ville. Il y a des super plans de où ça traverse la ville. Dans tout cet aspect gothique, comme on la traverse, t'as vraiment l'impression d'être Dracula qui va faire un peu la Transylvanie urbaine, quoi. La ville est magnifique. Ouais. Transylvanie. La ville est magnifique. C'est manifestement de la maquette, mais c'est splendide. Et même le fait qu'on sente que ce soit de la maquette, ça rajoute du charme, quoi. Je veux dire, l'hyperréalisme, c'est pas une fin en soi au cinéma, et ça rajoute quelque chose. Et je trouve que ça, dans tous ces effets, pompiers, très appuyés, ça fonctionne. C'est un bel hommage à l'imagerie du comics en général. Je veux dire, à grands coups de pluie éclairée, à grands coups de projecteurs qui font des strips blanches. Non, mais justement, ça reprend l'imagerie de Sin City, et vachement mieux que le film Sin City l'a fait. 200 fois mieux, là. Sans aucun doute. Bah oui. Mais si. Le film est pas très bien. Sin City, alors, il a beaucoup de défauts, mais visuellement, il est intéressant quand même. Non, Sin City. Alors, on parlera cinéma à un autre moment. Ouais, mais Sin City, le film, c'est une catastrophe. Et y compris le choix d'avoir voulu être littéral dans l'adaptation. C'est ce qu'il faut pas faire, ça, on est d'accord. Visuel. Mais donc là, voilà, on retrouve vraiment l'ambiance de Sin City avec la pluie blanche. Ça préfigure clairement l'imagerie de Matrix. On a quand même ce personnage tout de cuir vêtu qui court sur les toits et qui saute de toit en toit dans cette ville éclairée. Enfin, moi j'ai l'impression que le film se passe dans la Matrice. Clairement, c'est une itération de la Matrice avant celle où apparaît Neo. J'avoue, en plus c'est avant Blade en fait. Et vraiment, je trouve que ça a vraiment beaucoup de gueule. C'est pas étonnant que ça rappelle Matrix, puisque Matrix s'inspirait aussi de Sin City. De Dark City, tu veux dire? Non, de Sin City. Je suis toujours sur la BD. Dark City n'est pas anodin, parce que Dark City étant l'œuvre précédente du réalisateur. Oui. C'est pour ça. Et oui, c'est du bon sentiment. Et vous avez raison, ça parle à l'ado qui est encore en nous. À l'émo ado qui est en nous. Ouais, mais ça, je trouve que c'est même plus. C'est tellement riche graphiquement dans les idées de caméra, de plans de coupe. Il y a des super plans de coupe.
dans les actions. Les scènes d'action sont pas incroyables, mais il y a des super plans de coupe qui, quand tu cette bouteille qui explose quand il est en train de se mettre debout sur la table, à démarrer la bagarre, quand il arrive à voir pour le grand méchant pour la première fois. La bagarre est pas extrêmement bien filmée, pas toujours extrêmement clair, mais tous les plans de coupe sont parfaits. Et je trouve qu'il y a toujours une richesse pour donner un style. C'est vrai que c'est un film très poseur. Ah, ça pose tout le temps, quoi. Et genre, littéralement, on le voit en haut de la cathédrale avec sa guitare en train de jouer de la guitare. Et c'est vrai que ça, c'est hyper poseur. Mais ça marche super bien. Je comprends encore mieux le mot Kojima balancé tout à l'heure. Mais non, mais ça marche. Ça marche de fou. Ça marche du feu de Dieu. Et puis en plus, ce film a une aura mythique à cause du drame et ça crée en fait une sorte de mise en abîme supplémentaire et involontaire. C'est-à-dire que Brandon Lee est décédé quand même. Ils n'avaient pas beaucoup avancé dans le tournage. Ils ont dû redoubler d'astuces pour en faisant appel à une doublure. On sent qu'il y a des plans qui ont été choisis parce qu'ils n'avaient pas le choix, des contre-jours hyper forts, des passages en vue subjective, énormément de choses. Ils n'ont pas eu le choix parce qu'en fait il avait pas tourné la moitié du film. Moi, je me souviens à l'époque, je lisais Mad Movie, il y avait tout un article où ils développaient comment, sur certains plans, ils avaient récupéré. On est en 94, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les images. Jurassic Park est sorti une année avant, on n'a pas du tout les moyens qu'on a aujourd'hui pour recréer quelqu'un. Donc, à quel point ça avait été compliqué, tout ce qu'il avait fallu faire pour faire revivre Brandon Lee à l'écran. Et du coup, je trouve que ça crée cette espèce de mise en abîme supplémentaire, puisque Brandon Lee est finalement ressuscité par le médium cinéma, comme Eric Draven est ressuscité par le corbeau. Et alors, double mise en abîme, c'est que en plus, Brandon Lee devait se marier après le mariage. Et donc il meurt après le tournage. Oui. Pardon. Oui, parce que bon, sinon il meurt les enfants de leurs parents. Ouais, en plus, il est né des deux parents, donc bon. On n'aurait pas abusé de l'accro pour cette émission. Non, mais voilà, du coup, à l'instar de son personnage qui meurt la veille de son mariage. Ouais, c'était. Je rajoutais aussi une petite note sur la musique qui est top. Ouais, la musique est top. Et clairement, tout ça, c'est d'époque. Enfin, d'accord, faut se mettre dans l'ambiance d'une époque début des années 90, où Kurt Cobain vient de mourir, vient de se suicider. Ça envoie du riff de guitare comme il faut quand il faut. Ça du bon riff de guitare et c'est vraiment la musique est top, enfin est chouette quoi. Non, et même la musique et pas seulement la musique d'ailleurs, pas seulement les riffs de guitare. Il y a une musique, une musique orchestrale derrière. Hein? Non, mais une musique orchestrale qui fonctionne très très bien, notamment un passage avec des chœurs et tout, et ça fonctionne très bien. Je veux dire, il faut pas bouder son plaisir. On est sur une histoire simple qui est mise en scène avec beaucoup de panache, beaucoup d'énergie, et puis qui a quand même cette dernière phrase absolument extraordinaire. Les immeubles brûlent, les gens meurent, mais l'amour véritable est éternel. Drop. Tu n'as pas de cœur, disons que les espaces infinis peuvent aller se rhabiller, quoi. Hein. Il y a plus d'humanité là-dedans que dans un quelconque Iron Man, déjà. Voilà. J'ai deux questions pour vous. Avez-vous lu le comics ? Non. Oh, la moindre, d'ailleurs, comics, il y en a eu plusieurs, non ? D'accord. Et avez-vous vu la série ? Oh non. Non plus. Ok. Par contre, j'ai vu celui avec le 2 ou le 3 où c'est Vincent Pérez qui est dans le rôle titre, et ça, c'était pas terrible. Je rajoute qu'il y a une rumeur depuis, mais genre infini, d'un 3e qui doit sortir. 4e, je crois. 4e, enfin, j'ai perdu le compte. Qui est revenu encore sur le devant de la scène il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs. Je sais pas si ça sortira un jour. Mais je crois en plus qu'il est tourné, en fait, quoi. Je sais même pas si c'est juste qu'il est bloqué ou. Le personnage est tellement ancré, je pense aussi, dans cette période-là, que je sais pas si c'est un quelconque intérêt. On a bien eu je me trompe peut-être. On a eu des films émo depuis, hein, donc il n'y a pas de raison que. Ouais, alors là, je te ferai le pari entre émo et gothique qui sont encore deux choses différentes. Mais... Tout à fait. Oui, parce que là, on est plus sur du gothique que sur de l'émo, non ? Ouais, quand même, oui. Non, mais n'écoutez pas le tournage. C'est très bizarre, effectivement. Le tournage a eu lieu. Hein. Ouais, c'est ça, ouais, il a eu lieu en 2022 en Tchéquie. Et d'ailleurs, je vois que c'est Tom Hiddleston qui avait été approché pour incarner Eric Draven. C'est pas Momoa, finalement. En tout cas, je crois qu'il avait fait des essais, Momoa, en tout cas. Je sais pas si c'est lui au final, mais il avait fait des essais. Je ne crois pas. Je crois qu'il s'agit de Bill Murray. Skarsgård. Ah oui, j'avais lu ça, exact, oui, tout à fait. Le clown de la fratrie. Dans ça. Le clown, ouais. Voilà.
Oh bah putain, dis donc, il tape sur tout. Bref, n'écoutez pas l'esprit chagrin de Regan. Ah, mais je n'ai rien dit. Mais rire, moqueur. Vous ne voyez pas, mais nous, on voit son œil moqueur qui nous juge depuis tout à l'heure. Nous, on a un cœur, tu comprends, hein, voilà. Nous, on croit à Nous, l'amour est véritable. éternel. Ok. Oni soit qui m'alipe. Tu peux pas comprendre. Bref, ne vous laissez pas avoir. Ce film est vraiment en réalisation très bien. Voilà, j'abandonne. Non, bah écoute, j'abandonne Lee. Oh mon Dieu. À la dernière seconde, magnifique. Allez, c'est parti, ça part en prod. Merci beaucoup. Merci. Quelle soirée, mes aïeux. Merci beaucoup, Jean. Merci XT pour le partage de cette passion. La passion de The Crow. Merci Regan également. C'était Comics Outcast 2021 221. Attends, quand même. Ouais, voilà, Molo Pomme Chips. On se retrouve dans 2 semaines. D'ici là, on peut vous retrouver sur les différents internets. Regan, si on veut parler avec toi de notre amour de Batman City of Mystery. Non, pas City of Mystery. City of Madness. City of Madness. Alors d'abord, j'espère que vous lirez de meilleures choses quand même, même si c'était pas mauvais. Bah, je sais pas, on sait pas. Et les suspects classiques, donc Discord, VHS, bien sûr, j'ai envie de dire. Pour le reste, donc Twitter, oui, je compte dire Twitter, Prigmore, Instagram, Gérovite, et pour le reste, si tout va bien, Regan. Ah, quel bazar. Jean. Oui. Où est-ce qu'on peut retrouver ton actualité ? Vous pouvez retrouver mon actualité sur Instagram. Sous mon nom, Jean Avocat, comme un avocat sans le A. Sur Facebook, de moins en moins, malgré tout. Oui, de temps en temps, j'ai des petits sursauts sur le BCC. J'ai des petites notifs du BCC que j'ai pas évoqué tout à l'heure, mais donc le groupe. Le Bouya Comics Club, c'est vrai que ça commence à sentir le sapin. Donc sur Instagram plutôt. Vous pouvez m'entendre sur les ondes du vaisseau hyper sans sas, dans les grains de sable avec l'ami Zéphiriel, où on décortique le Sandman de Neil Gaiman. On va essayer de se tenir à un rythme de 1 épisode par mois. Et dans la cartographie des chimères avec Adrien Z2E ici présent, le podcast de fiction. Voilà. Un épisode qui vient de sortir il y a peu de temps. Oui. Encore une masterclass. Allez. Merci beaucoup, Jean. XT. Oui. Après tes Doliprane, où est-ce qu'on te retrouve ? Oui. Oui, effectivement, oui. Sur le VHS et puis un peu sur le Blue Sky Sur le Blue Sky. Sur le Blue Sky, chacun la vie m'en prend. Ok, formidable. Et toi, Adrien, où est-ce qu'on te retrouve ? On me retrouve pas vraiment nulle part. Vous savez, ces histoires de changement de réseau et tout ça, moi, ça m'a un peu coupé les ailes, quoi. Tu vois, plus vraiment actif sur Twitter, pas vraiment pris d'habitude ailleurs. J'ai pas le temps d'être sur Discord. Enfin, en vrai, c'est la cata, quoi. Mais bon, bientôt sur TikTok, peut-être. Un petit peu. Ouais, je sais pas. J'ai des idées. Enregistrer sur TikTok des petites EP, là. Ouais, je sais, mais c'est un taf de ouf. Ah, oui, c'est vraiment un taf de gueudin. Et à la fin, je me dis, mais qu'est-ce que j'apporte à l'humanité, tu vois ? Bon, j'en suis là. Toi. J'en suis là de mes réflexions. Voilà, merci beaucoup. J'ai passé un excellent moment. J'étais content de revenir. C'est sympa comme tout. Faire un peu de réelle présentation. Chers amis auditeurs, on vous retrouve tout de suite après l'émission sur le Discord. Et puis d'ici 2 semaines, portez-vous bien, lisez des comics, allez soutenir vos librairies indépendantes. Et puis voilà, on vous fait des gros bisous. On vous fait des gros bisous. Merci de nous avoir écoutés. Allez, ciao. Non, mais quand il joue de la guitare sur l'immeuble et il casse sa guitare, c'est trop classe. Edgar Allan Poe peut aller se rhabiller. Non, mais quel moment, moi, voilà. L'imagerie qui est super. Ouais. C'est super. Regarde, il comprend pas. Non, mais je joue à Death Stranding 2, ça me donnera peut-être plus d'envie. En plus, il n'aime pas les bons jeux, alors je peux rien faire pour lui. Il n'y a pas d'espoir. Fin de transmission.